Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du www.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les samedis, on fait le crypto rapport. Donc on va s'intéresser principalement à tout ce qui est Bitcoin. On va toucher aussi un peu des news au sujet de tout ce qui est blockchain et légèrement un peu de ce qui est Ethereum, comme vous le voyez marqué ici. Pourquoi Ethereum? Il y a toujours, comment dirais-je, cette petite bataille hein, entre tout ce qui est Ethereum et tout ce qui est blockchain, mais très légèrement. Bien sûr, tout ce qui est news au sujet du Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Sedgwick 2X et bien sûr Ethereum et les autres, ben, vous allez retrouver lors des crypto trading, donc lorsqu'on fait des trading time pour chacune de ces cryptos. Donc là, c'est au courant de la semaine. OK? Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va discuter les informations et bien sûr, si vous êtes une personne novice, quelqu'un qui est en train de commencer, vous avez été attiré, on va dire, dans la sphère, dans le monde crypto, dans l'univers crypto, par tout le buzz qui est autour des cryptos, vous devez comprendre le pourquoi de ces crypto-rapports. Le trading, pour beaucoup de personnes, commence directement sur un graphique, vu que c'est la première chose que l'on voit, on est attiré par le prix. Mais vous devez comprendre que non, c'est pas par là que le trading commence. Le trading, c'est une histoire d'information. Celui qui a l'information peut anticiper un mouvement. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ici, on parle de Bitcoin. Si vous allez investir dans le Bitcoin parce que vous avez du capital, vous pouvez ouvrir un compte dans un exchange quelconque ou avoir du Bitcoin enfin, en wallet ou quoi que ce soit, donc dans votre propre portefeuille digital, et que vous pensez investir comme ça et que vous dites, bah, tiens, oui, je vais garder ceci et je vais devenir un millionnaire demain, bah, vous vous trompez. Donc là, ça, c'est ce que je vous dis clairement d'entrée, comme ça, vous devez le savoir. Mais il y a la solution. La solution, c'est quoi? C'est être informé. Un trader, un investisseur est une personne super, super informée. Un exemple, Warren Buffett, vous voyez ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il a investi dans pas mal de choses, dans pas mal de compagnies, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il fait au quotidien? Il analyse quoi? Les infos au sujet de ses investissements. Donc, il sait à tout moment ce qui se passe dans Apple, il sait à tout moment ce qui se passe dans Procter Gamble, et à tout moment ce qui se passe dans Coca-Cola, par exemple. Ça, ce sont principalement des investissements qu'il a. Donc quoi, c'est les informations au sujet de ces compagnies dans lesquelles il est investi. Et ici, nous, on fait la même chose. Donc moi, j'ai du Bitcoin en wallet, je trade aussi le Bitcoin de manière spéculative, donc hausse à la baisse, peu importe. Mais donc ça veut dire quoi? Je dois être au courant de ce qui se passe à tout moment avec le Bitcoin. Pourquoi? Je dois comprendre dans quoi est-ce que je mets mon argent pour savoir s'il est temps de double up, donc c'est-à-dire de rajouter, hein, donc à dire de renforcer mes positions, ou si c'est le temps de dire, bah tiens, là, je devrais peut-être changer du Bitcoin pour avoir autre chose, ou si c'est le moment de sortir de mes positions, sortir de mes trades. Et là, je ne peux le faire que grâce à l'information. Donc là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc l'information, c'est un outil, c'est même pas un outil, c'est une commodité. Et lorsqu'on a la parfaite interprétation de l'information, cela va nous permettre de comprendre dans quoi est-ce que l'on a investi et d'anticiper les tendances. Donc, bien sûr, donc, si vous voulez anticiper une tendance haussière, ben, il faut le faire avant. Donc c'est pratiquement prédire le futur. Une fois que le mouvement il est parti, ben, il est parti, c'est trop tard. Et une fois que ça descend, bah, ça descend, comment dirais-je, ben, c'est trop tard, il fallait sortir avant que ça descende. Donc, vous voyez que c'est très important de savoir ce qui se passe. Donc, ça, c'est le pourquoi de tous ces crypto-rapports. Et donc, c'est de l'information qu'on dirais-je, que je partage avec vous. Donc, vous voyez ce que je fais personnellement, moi. Mon travail au quotidien, donc c'est digérer l'information et bien sûr, en tant qu'analyste et consultant, eh ben, c'est d'en faire part à mes clients. Et ici, là, on discute avec vous, ben, ce qui est là, on partage ici avec vous, ben, ce qui est au niveau informatif au sujet du Bitcoin. Ok, donc là, voilà pour la petite introduction. Et maintenant, on va commencer directement. Donc, moi, je vais me bouger de l'écran. Donc, et on se retrouve tout de suite. Ok, donc voilà. Maintenant, on va commencer cela. En fin d'émission, on reviendra sur le comment vous pouvez avoir accès aux solutions et aux services que j'offre en tant que consultant et analyste, et ainsi de suite. Comme ça, vous allez pouvoir faire vos premiers pas. Si toutefois vous êtes un novice et vous voulez réellement investir dedans, ben, il y a un modus operandi, donc un système à mettre en place et un mode opérationnel que vous devez comprendre afin de pouvoir arriver jusque-là. Avant d'aller aux articles, vu qu'on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui, on va d'abord regarder un peu la performance des cryptos, hein, vu que ça fait un bout de temps qu'on ne regarde pas tellement. Enfin, la semaine passée, on n'en a pas regardé. On va regarder ici ce qui se passe au niveau hebdo. Donc, vous voyez ici, market cap total, 750 milliards de dollars. Le volume, 24 heures, donc c'est 37 milliards avec toutes les cryptos que vous voyez ici. Et vous voyez que le panorama a fortement changé. Donc, vous voyez que le Bitcoin a occupé beaucoup de place, mais vous voyez que maintenant, Ethereum est en train de grandir fortement. Bitcoin est à la baisse, donc vous voyez que le Bitcoin est à 12 000. Demain, pardon, qu'est-ce que je dis moi ici? 12 000, non, c'est 12 milliards de market cap, est en dessous des 15 000.
Donc demain, on va revenir sur tout ce qui est trading Bitcoin et vous allez comprendre pourquoi. Donc on va aller très longuement, on va s'attarder beaucoup sur le trading du Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold et on va regarder ici aussi tout ce qui tourne autour. Donc beaucoup, comment dirais-je, pas des infos, mais les dérivés qui est autour du Bitcoin, vu que ça fait un bout de temps que je vous le dis. Ça allait mettre beaucoup de pression, même pas mes mots, mais les mots des personnes eux-mêmes qui ont créé ces ETF. Et, enfin, les ETF, non, premièrement, c'était les dérivés, donc les contrats futurs, et les ETF sont en train d'arriver. Donc, on va un peu comprendre. Je vais vous permettre de comprendre un peu plus le fonctionnement. Donc, on va toucher ce point-là demain. Et aussi, je le dis d'entrée, je vais préparer une vidéo spéciale pour comprendre le trading avec les futurs. Donc, le trading spot et trading avec les futurs. Vu que on n'a pas, j'ai pas les dérivés futurs du Bitcoin, mais on va, comment dirais-je, céder. Comment dirais-je, on va utiliser d'autres actifs qui ont des futurs. Donc là, c'est pour ceux qui ont le Trading Wall Street, donc les vidéos modules et tous ceux qui sont en consulting privé. Il y a une vidéo bonus qui va arriver. Je suis en train de la préparer, de la mettre en place afin que ce soit bien et quelque chose de bien concret. Et on va la faire en journée, donc c'est-à-dire en journée quoi, durant la semaine, afin de pouvoir voir exactement l'impact des contrats futurs. Donc là, je vous prépare ça et vous allez avoir cette vidéo bonus qui va arriver, on va dire au courant du mois. Ok, mais comme ça, vous le savez, vous allez comprendre cela. Et demain, bon, on va en toucher brèvement, on va en parler afin de voir et de comprendre c'est quoi. Donc, market cap ici, donc on voit quoi? Bitcoin à la baisse durant la semaine, 14%, Bitcoin Cash à la hausse. On a quoi? Le Bitcoin Gold monte ici quoi de 7%, Ethereum 32%, très grande montée pour l'Ethereum. Ripple, vous voyez, qui était monté fortement et qui a baissé, maintenant on est aux alentours des 2 dollars. Quoi encore? ADA, donc le Cardano qui monte, qui est à la baisse maintenant. Le NEM, enfin non, c'est pas NEM, pardon, c'est le Stellar. Ici, à la baisse aussi. Donc IOTA, la semaine a été haussière. On a quoi? Neo, super semaine haussière pour le Neo. Donc rappelez-vous, moi quand je parlais du Neo, que je te commençais à trader le Neo était à 30 dollars. Donc ouais, de 30 dollars, on est passé à 135 dollars et c'est terrible, ça en moins de 2 mois. On a quoi encore ici? Ouais, le Bitcoin Connect, le Zcash. Ouais, Zcash est en train de se faire tout petit là. Quoi encore? Qu'est-ce qui était super intéressant? Voilà, le EOS qu'on suit souvent, ouais, le Binance ici qui est là, le Omisego, là, une semaine en vert pour eux. Litecoin, ouais, semaine rouge pour le Litecoin. XVG, donc c'est le Verge, semaine rouge pour le Verge. Dash, semaine rouge pour le Dash. Quantum, une semaine rouge pour eux. Oui, NEM, semaine rouge pour le NEM. Et Monero ici, une semaine flat. Ouais, c'est flat, 0,14%, on n'allait nulle part. Ok, donc là, voilà en gros ce qu'il y a. Et quoi d'autre encore? Ben non, voilà, là c'est assez pour cela. Donc maintenant, on va aller directement au tout ce qui est article. On va commencer premièrement par le Bitcoin global, crypto global. Et premièrement, qu'est-ce que l'on a ici? On voit le cofondateur de Ethereum qui maintenant a fondé le ADA, donc le Cardano, donc Charles Hoskinson, qui est en train de parler de tout ce qui est ICOs et du futur de l'investissement. C'est une vidéo très intéressante. Ce monsieur est très intelligent, il sait exactement de quoi il parle. Il est avec Vitalik Buterin, comme vous le voyez ici, fondateur d'Ethereum, et maintenant il est en train de fonder le Cardano, donc le ADA, c'est lui qui est derrière cela, et ça c'est très intéressant. Donc là il est à Hong Kong, c'est là-bas qu'il est parti monter cela, donc c'est pour ça que c'est le IOHK. Et donc, faut vraiment suivre ce qu'il est en train de regarder. C'est une interview très intéressante de Real Vision. Real Vision, c'est un canal qui est tenu par qui? Ce sont des anciens traders de la City of London qui maintenant continuent à trader pour leur propre compte, mais aussi ils ont monté ce canal éducatif et ils amènent toujours des experts et des personnes au niveau des marchés financiers et ainsi de suite. Donc, beaucoup de traders, d'hedge fund managers, d'anciens banquiers. Donc, tout ce qu'ils ont en relation, toutes les personnes qu'ils ont avec lesquelles ils étaient en relation durant leurs années à la City et Wall Street. Et donc là, maintenant, ils ont appelé ici une interview de Monsieur Charles Hoskinson et c'est très intéressant. C'est très pertinent. Il ne parle pas spécialement que d'Ethereum, mais de toute la sphère crypto et des ICOs. Donc c'est une vidéo que je vous recommande vraiment fortement. Donc à la regarder. Continuons ici. Une autre vidéo, et maintenant on parle un peu, ici je vais toucher un peu le blockchain. Avec le blockchain, j'en parle pas énormément ici. Pourquoi? Parce que le blockchain maintenant, on voit que ça touche énormément aux compagnies, donc ça touche beaucoup au stock market et ainsi de suite. Et donc le blockchain, je développe ça bien plus dans les Global Crypto Research. Et donc dans le prochain Global Crypto Research, on va bien plus le développer. Mais comme vous voyez ici, dernièrement, on a eu beaucoup de compagnies qui ont juste changé leur nom,
qui, comme vous avez vu, la compagnie Ice-T, machin chouette. Et d'un côté, ils ont mis Ice-T, non, Long Island Ice-T, maintenant c'était Long Island Blockchain. Et on a vu des super montées dans le prix de ces actions. Donc là, comme je vous le disais, et je vous le répète souvent, qu'il n'y a pas que, comment dirais-je, que dans les cryptos que vous pouvez avoir le même genre de retour. Vous pouvez avoir des retours terribles de centaines de pourcents en investissant dans des compagnies qui sont en train de monter fortement. Pourquoi? Ben, vu qu'elles rentrent dans la sphère crypto. Donc là, comme vous le savez, ceux qui est avec moi dans les Trading Wall Street et ainsi de suite, vous avez vu exactement le portefeuille spéculatif que j'avais commencé fin décembre, j'ai mis mes ordres fin décembre et maintenant j'ai déjà fait plus de 100% brut, mais en décomptant les commissions et les intérêts, avec les positions qui ont été fermées hier et il y a encore des positions qui sont maintenant, bah, c'était toutes des compagnies qui sont autour. Donc vous voyez ici, c'est une femme de IBM qui est en train de parler. Bah, j'étais dans IBM, j'étais dans Palo Alto, j'étais dans beaucoup de compagnies qui tournent autour du blockchain et les retours ont été terribles. Pourquoi? Ben parce que ça continue à monter. Donc avec les mêmes retours qui est ici, donc faire quand même près d'un 100%, enfin 100% brut, donc une histoire de 75% net, 75-80% net, c'est quand même énorme en moins d'un mois. Donc vous voyez qu'il n'y a pas qu'avec les cryptos que vous pouvez faire cela. Donc là, ici, c'est très important de regarder ceci pour voir, parce que de comprendre l'impact du blockchain dans différentes industries. Et le blockchain va toucher tout. Donc j'ai des idées de trade principalement dans les compagnies technologiques, mais ça va toucher au secteur automobile, ça va toucher au secteur biotechnologie, donc au secteur de santé et ainsi de suite. Ça va toucher au secteur financier, bien évidemment, secteur de services, et ça va être terrible. Donc il y a des opportunités terribles, donc partout. Donc maintenant, comment dirais-je, c'est le moment d'être, enfin, si vous le souhaitez, ça c'est mon opinion, pour moi, d'être bien diversifié. Et comme je le dis, ce que j'ai en crypto, c'est pour des raisons de business, principalement Ethereum. Et j'aime bien Ethereum. Pourquoi? Ben parce que Ethereum va me permettre d'avoir accès aux smart contracts. Et là, pour le business du JC et beaucoup de choses que je suis en train de développer au courant de l'année et pour les années à venir, ben, faut déjà être prêt. Et par rapport à des partenariats que j'ai envie d'avoir, enfin, sur lesquels je suis en train de travailler avec pas mal de personnes, ben, ça va sur base de smart contracts sur le Ethereum blockchain. Donc, il faut l'avoir. OK? Donc, voilà. Donc là, vous devez comprendre le pourquoi du comment. Pour moi, il y a une utilité dans l'Ethereum. Donc voilà, mais ici, pour faire court, blockchain très important. Et rappelez-vous, on voit beaucoup de gens qui parlent des cryptos, mais tous ceux qui sont au niveau institutionnel parlent beaucoup de l'utilité du blockchain. Et donc là, vous le voyez. OK? Donc, continuons. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On va revenir un peu sur le thème de la bulle. Vous voyez que beaucoup de personnes parlaient de la bulle, des cryptos, la bulle de ci, de ça. Mais d'après beaucoup d'experts de Wall Street et beaucoup de personnes qui sont dans le monde financier, tout est en bulle aujourd'hui. Et principalement, comme l'article dit ici, on parle de Bitcoin, oui, une bulle, mais il y a une bulle de laquelle personne ne parle, c'est la bulle du dollar américain, la bulle que l'on a dans le stock market, la bulle que l'on a dans le bond market, la bulle que l'on a dans tous les secteurs, dans l'immobilier, dans tout ce que vous voulez, il y a une grosse bulle. Et donc, ça, c'est ça. Donc, tout est à un niveau spéculatif. Donc, vous voyez que c'est ça que, enfin, c'est ça principalement. Derrière la bulle du Bitcoin, se cachent aussi d'autres bulles. Donc, le Bitcoin est là où il est. Pourquoi? Comme je vous dis toujours, il y a une nature spéculative et il faut comprendre aussi ce qui se passe au niveau économique et macroéconomique. Donc là, comme vous l'avez vu dans les Global Crypto Research, on touche à un thème monétaire international et on le comprend bien. Donc ceux qui avaient les Global Crypto Research, vous avez on va dire bien plus en détail ce que c'est. Donc ici, on ne va pas commencer à rentrer dedans, bien on va avoir une vidéo de 8 heures comme les Global Crypto Research. Donc vous voyez que ça va loin, mais il y a un aspect monétaire. Donc vous devez comprendre ce que sont les monnaies derrière. Donc vous voyez que c'est, on va dire, les cryptos, c'est le Forex 2.0. Tout simplement. Le Forex, c'est macroéconomique et les cryptos, c'est pareil aussi. Ok, donc c'est le Forex 2.0, mais maintenant, ça touche à beaucoup de choses parce que c'est d'un côté, on parle comme si c'était une devise, d'un autre côté, on en parle comme si c'était un actif, et d'un autre côté, on en parle comme si c'était une commodité. Donc, vous voyez que ça touche à des choses qui vont très loin, mais il n'y a pas qu'une bulle que dans le Bitcoin, il y a aussi une bulle dans le dollar américain. Donc, cet article en parle en long et en large. Donc, continuons. Une autre vidéo ici que l'on a. Un thème qui revient pas mal. Donc ici à CNBC, donc là ils sont au New York Stock Exchange et ils disent que les cryptos, c'est une grande opportunité pour que les jeunes personnes commencent à trader. Donc là c'est TD Ameritrade. Donc TD Ameritrade c'est une plateforme de trading donc qui vous donne accès à la bourse classique, on va dire ça comme ça, donc les actions et ainsi de suite, les ETF, les fonds mutuels et tout ce que vous voulez. C'est une plateforme de trading comme en France vous avez Boursorama ou quoi que ce soit. Donc là c'est de la bourse au comptant. Ok, donc pas avec des dérivés. Et maintenant, ils sont en train de dire que quoi? Donc, vous voyez que la jeunesse d'aujourd'hui, pour eux, le stock market, donc les bourses, Forex, ainsi de suite, c'est une histoire de, on va dire, c'est vieux jeu. Donc, c'est pour une autre génération. Donc, la génération des millénials, et ainsi de suite, pour eux, c'est quoi? Maintenant, ils disent que pour eux, avec les cryptos,
c'est une alternative parfaite au stock market. Bien sûr, déjà numéro un en tant que stock de valeur et numéro 2, ben, avoir accès aussi au marché financier, mais exclusivement crypto. Et pour eux, ben, voilà, c'est quelque chose qu'ils comprennent. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, beaucoup comment dirais-je, de personnes qui sont derrière ces plateformes de trading. Hein, donc, on pouvait le voir, Coinbase, les exchanges, ainsi de suite, ils l'ont compris. Et il y a énormément de jeunes gens qui rentrent dedans. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans le stock market, c'est beaucoup de vérification, c'est savoir qui vous êtes. Et il faut être, parfois un investisseur agréé. Parfois, on vous demande, ben, est-ce que tu as déjà tradé, patati patata. Donc, avoir quelqu'un qui vous parraine, ainsi de suite. Donc, même pareil avec les comptes de trading dérivés, donc CFD, ainsi de suite. Il faut avoir de l'expérience, il faut avoir un certain capital. Certains brokers et plateformes n'acceptent pas des clients en dessous de X montant. Les brokers dérivés, ils permettent aux personnes de dériver avec 100 euros, mais avec 100 euros, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Là, il faut le dire, un minimum quand même de 500, 600 et commencer à monter, mais n'espérez pas devenir riche avec ça. Donc, il faut quand même avoir pas mal d'argent. Mais maintenant, avec les cryptos, lorsqu'on va être des cryptos qui coûtaient 1 cent, 2 cents, 10 cents et qui, boum, montent à 5 dollars, qui ont des retours de 20 000%, 10 000%, 1000%, 800%, 100%, 200%, et parfois même en une journée, bah là, pour eux, bah, c'est une occasion de pouvoir rentrer dedans, vu qu'ils peuvent avoir 20 dollars et boum, acheter de l'Ethereum pour 20 dollars, l'envoyer à Binance et boum, commencer à trader ou acheter du Ripple ou quoi que ce soit d'autre. Donc, ouais, que c'est ça. OK? Donc, continuons. Et ici, qu'est-ce que l'on a maintenant? Ici, on parle ici, toujours ce débat, Bitcoin et l'or. Et là, vous avez Daniela Cambone de Kitco News qui vient de Street.com et qui est en train de parler ici avec monsieur Frank Holmes, comme vous pouvez voir à l'écran. Et le débat, c'est quoi? Ben, c'est pour dire que maintenant, le Bitcoin n'a pas volé, comment dirais-je, n'a pas volé la star, n'a pas volé la vedette à l'or. Donc l'or restera l'or parce que l'or a ses propriétés dans le monde, on va dire, physique, bien sûr, stock de valeur, bien sûr, utilité. Au niveau hedging pour les investissements, oui, je l'ai déjà dit, stock de valeur, et bien sûr quoi, l'or aussi a une utilité au niveau industriel, et bien sûr bijoutier. Donc il y a toujours une grosse demande par rapport à ça. Ça reste traditionnel dans des pays comme en Inde et ainsi de suite. Vous voyez qu'il y a toujours la saison des mariages, c'est la tradition là-bas, bah, c'est d'offrir de l'or et ainsi de suite. Et bien sûr les banques centrales qui sont derrière, et le Bitcoin, bah, c'est autre chose, ok? Donc là, voilà, en gros, le débat, bah, comment dirais-je, il tourne autour de cela. Ici, notre vidéo. Ouais, il y a quoi ici? On parle de Eastman Kodak. Vous savez que dernièrement, bah, Kodak a annoncé ses projets blockchain et directement, bah, qu'est-ce qui se passe avec une prochaine ICO, une ICO qui vont lancer et ainsi de suite. Et on a vu quoi, comme comme vous le verrez ici dans la vidéo, bah, directement, boum, l'action a monté, comme on a vu un peu au début avec pas mal d'autres compagnies qui avaient changé leur fusil d'épaule et qui maintenant sont en train d'avoir le blockchain en ligne de mire. Et directement, bah, on a vu le prix de leurs actions augmenter fortement. Ici, dans cette vidéo, on explique un peu l'initiative entre le blockchain, enfin, l'entrée de Kodak dans le blockchain et bien sûr avoir son Kodak Coin. Donc là, on parle un peu des mineurs, comment est-ce que ça va se passer, et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est une rédactrice en chef d'un éditorial qui parle de finance et technologie et qui explique réellement cela, vu qu'elle a eu l'occasion de parler avec les dirigeants de Kodak directement. Ok, donc voilà, donc ça, pour la news, vous avez sûrement dû la voir, mais là, vous avez des personnes qui en parlent directement, donc c'est bien plus intéressant. Ok, donc continuons ici et on va continuer ici avec un autre article. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est monsieur Warren Buffett qui parle et pour lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les cryptos vont terminer très mal. Donc, crypto bear, donc là, on va dire bear, c'est-à-dire que c'est un ours, donc il est fortement baissier. Sur les cryptos et pour lui ça va se terminer très très mal. Pourquoi? Numéro un, il a avoué qu'il ne comprenait rien au blockchain et aux cryptos et ainsi de suite. C'est pas son style d'investissement et pour lui c'est une bulle, c'est spéculatif, c'est tout ce que vous voulez et pour lui ça va terminer très mal vu que pour lui ça va revenir à sa véritable valeur qui est pour lui zéro, ou si c'est pas zéro, c'est très très bas et proche de zéro. Donc en gros voilà, continuons ici et maintenant qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est un problème un peu plus technique au niveau du Bitcoin. On voit cet article ici en train de parler de ce qui se passe au niveau du Lightning Network. Pourquoi? Vous avez vu que maintenant le Bitcoin est devenu très... le prix là où il est, c'est le prix. Mais d'un autre côté, le réseau est lent. Donc la confirmation des transactions, les paiements et les commissions sont très 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 coûteuses. Et donc ça pose problème. Et ce n'est pas, c'est pas top. Donc maintenant, il y a eu pas mal d'entités... comment dirais-je, ça posait pas mal d'entités, enfin pas mal de problèmes au niveau de certaines entités et certains sont venus avec une solution, c'est le Lightning Network. Et ici, comme on en parle un peu,
ça va permettre de faire quoi? Ben, des paiements off-chain. Donc, vous avez ce qui est blockchain, donc il y aura le sidechain, donc c'est-à-dire une chaîne de blocs à côté de la chaîne de blocs originale. Donc, pour expliquer ça comme ça rapidement. Et ces paiements, qu'est-ce que ça va faire? Donc, on va aller rapidement, on va le dessiner, comme ça vous allez comprendre un peu c'est quoi. Donc rapidement, après je vais vous laisser vous faire vos analyses par rapport à ça. C'est quoi? Donc vous voyez que vous avez la chaîne de blocs normale, hein? OK? Maintenant, imaginez-vous que vous voulez faire une transaction. Donc, de la chaîne de blocs normale, on sortirait de la chaîne de blocs. Il y aurait un bloc qui serait dans notre side, donc on va dire un bloc sur le côté. Mais dans ce bloc-là, qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous que moi, Serge, je suis ici et il y a Jean ici. Jean et moi, on va faire notre propre réseau de paiement. C'est-à-dire que moi, je vais mettre X montant d'argent. Jean, s'il va mettre X montant d'argent. Donc, on va dire, on a un panier dans lequel lui, Jean et moi, on a mis de l'argent directement. Et si Jean et moi, on fait des transactions très souvent, eh ben, nos transactions avec l'argent qu'on a déposé ici ben, vont être faites. Donc, imaginez-vous, j'achète du pain à Jean, ben, directement au boom, ben, voilà, ça va de moi, ça va à Jean. Jean m'achète une paire de chaussures et ainsi de suite. Mais on a déjà déposé de l'argent ici, on va dire dans un bloc privé, pour dire ça comme ça, entre Jean et moi. Et ça se passe off-chain. Donc, on va dire off-chain, donc side-chain, enfin, une chaîne de blocs à part. Et une fois que tout est fait, que tout est donc vérifié, que Jean et moi, on se connaît, donc on n'a pas besoin d'avoir de vérification, c'est entre lui et moi. Et une fois que tout est fait, que tout est parfait, que on va dire que l'argent enfin le montant a bougé de son compte, enfin de son wallet à mon wallet, et ben une fois après, ça retourne directement dans la blockchain originale. Mais ça, ce serait fait sur base de quoi? C'est fait sur base de smart contract. Ok, donc là, c'est un plus qu'ils ont rajouté. Donc, on va avoir une couche inférieure, on va dire une couche, comment dirais-je, parce que j'ai le mot en anglais, mais je n'ai pas le mot en français. Donc, voilà, donc comprenez ça. Donc, là, ça va fonctionner de manière sidechain, on va dire, en dehors de la blockchain originale. On va dire, un bloc dans lequel Jean et moi, on va mettre de l'argent. Et en dessous, pour être sûr que tout est fait, tout est parfait, bah, tout va être, on va dire, accompagné d'un smart contract. Ok, donc là, voilà un peu pour la petite histoire. Comme ça, vous voyez un peu de quoi parle cet article. Et l'article exactement parle de ça. Et c'est là où on vient parler de la solution. Enfin, la solution, c'est quoi? C'est le Lightning Network. Donc, ils sont en train d'en parler. Mais il y a un hic. Le Lightning Network n'est pas encore... comment dirais-je, je vois qu'ici, il n'est pas encore fait, et il n'est pas encore prêt à être, on va dire, lancé, comment dirais-je, pour le grand public. Pour le moment, c'est là, on en a parlé, comment dirais-je, il y a encore du développement à faire dessus et il faut encore continuer à y travailler. Mais ça, c'est la solution qu'ils ont trouvée. Pourquoi? Pour que ça aille bien plus vite. Vous voyez déjà qu'il y avait toujours beaucoup de débats au niveau de la chaîne des blocs, taille des blocs et ainsi de suite. Et après, ben, les transactions sont coûteuses et c'est pas top pour pouvoir faire des micro-paiements au niveau du Bitcoin. Donc, vous voyez pourquoi les rivaux sont là, donc Bitcoin Cash, ainsi de suite. Et donc, ça, c'est une des solutions qu'ils ont trouvées, mais la solution n'est pas encore optimale. Donc, vous voyez qu'à la base, ça parle de cela. Ok, donc là, vous voyez ici, l'article explique bien ce que c'est en résumé, donc un résumé bien, comment dirais-je, concis. Et donc là, je vous invite à pouvoir lire l'article, à faire vos recherches là-dessus. Donc là, vous voyez que moi, j'essaie de vous l'expliquer rapidement comme ça, mais bon, regardant ça en anglais et après, c'est de le retraduire en français, c'est pas top. Donc je sais que ma traduction n'a pas été top, mais au moins, vous avez la grande idée. Donc là, je vous invite vous-même à continuer à faire vos investigations à votre propre discrétion. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a encore ici? Il y a rappelez-vous, il y a quelques mois, je pense, hein, 1 ou 2 mois, on parlait de Amazon, qui avait AmazonEthereum.com, AmazonBlockchain.com, ainsi de suite, qui avait des ventes exclusives et des grosses entités qui commençaient à réserver des noms de domaine. Maintenant, il y a un nom de domaine qui est en vente, c'est le nom de domaine xbt.com. Et donc, XBT, c'est toujours c'est le symbole qui est utilisé dans certaines bourses, hein, lorsqu'on parle du Bitcoin. Vous voyez qu'on voit souvent le BTC, mais dans d'autres bourses, dans d'autres endroits, on parle du XBT. Et donc, ce domaine-là est en vente et en vente pour 200 bitcoins. Donc là, voilà, les personnes qui ont cela l'ont mis en vente. Et là, c'est aussi un véritable business aussi qui est derrière cela, qui n'est pas seulement que de trader ou spéculer ou investir dans le bitcoin, mais aussi les noms de domaine. Donc, il y a des personnes qui étaient très intelligentes. Comme vous voyez, bitcoin.com, c'est très intelligent. C'est Roger Ver qui avait acheté cela rapidement. Donc, vous voyez que dès que vous tapez Bitcoin dans Google ou dans un moteur de recherche, ben, directement, ce sont les premières adresses qui vont venir, vu qu'elles ont des mots-clés dedans. Donc là, c'est important pour un business ou quoi que ce soit. Et donc là, voilà. Donc là, directement, ben, les personnes qui vont le xbt.com, ils ont réservé ça à temps. Enfin, ils ont acheté son domaine là à temps et maintenant, ben, il est en vente. Donc voilà, donc là aussi, c'est un gros business. Maintenant, continuons.
Et qu'est-ce qu'il y a? On va un peu dans les exchanges et vous voyez qu'il y avait des exchanges, enfin des exchanges et des problèmes au niveau des exchanges, au niveau de quoi? Ben, nouveaux clients qui voulaient venir, Bitfinex, Bitstamp et ainsi de suite. Et maintenant, comme vous voyez ici, Coinbase et Bitfinex, ça va, ok, c'est rouvert, donc à dire que maintenant les personnes, les nouveaux clients peuvent revenir. Et maintenant, le gros problème qu'il y a, c'est au niveau de Kraken. Vous voyez que maintenant les cryptos sont super connus, il y a du gros buzz. Tout le monde les connaît, donc le grand public est là et dedans, et maintenant bah, tout le monde vient pour pouvoir ouvrir des comptes, donc là, problématique à ce niveau-là. Ok, donc là on a vu rapidement c'était quoi. Maintenant on va aller, là on a fini un peu ce qui était global au niveau du Bitcoin. Maintenant on va aller aux États-Unis, on va regarder exactement ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Et comme vous voyez ici, l'article comme il nous le dit, le gouvernement américain va vendre exactement quoi, est en train de vendre 513 Bitcoin et 513 et 512 Bitcoin Cash. Pourquoi qu'ils ont saisi sur la dark web. Pour vous, si vous ne le saviez pas, ben, le premier endroit où les cryptos ont trouvé de l'utilité, c'était où? Ben, c'était dans le dark web. Et à partir de là, ben, dans le dark web, ouais, c'est là où il y avait d'autres types d'activités, criminelles, non criminelles et pas mal de choses. Et maintenant, ben, ça a émergé, maintenant, on va dire, dans la clean web, donc dans le web que tout le monde utilise. Mais bon, voilà, ça vient de là. Et il y a eu pas mal de choses qui avaient été saisies. Il y avait un site qui était très connu, hein, qui était le site Silk Road, mais ici, ça a été saisi auprès d'un dealer de la dark web ici, comme vous voyez. Donc, on explique exactement le tout. Donc, ça a été saisi. On a saisi pas mal de ses affaires et pas mal de ses biens. Et notamment, ben, ce dealer-là avait 513 bitcoins et 512 bitcoins cash. Donc, ça fait pas mal d'argent. Et le gouvernement américain, maintenant, ben, va les revendre. OK? Donc, voilà. Maintenant, on va à la SEC, donc c'est la Commission des marchés financiers aux États-Unis, donc Securities and Exchange Commission. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont suspendu le trading pour une compagnie basée à Hong Kong, mais qui cotise aux États-Unis sous ADR, donc la compagnie UBI. Et ah bah ouais, justement, il y a le nom qui apparaît ici. Et cette compagnie, bah pourquoi? Bah, vu qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe au niveau du trading, rappelez-vous, toutes les compagnies qui ont changé leur nom, qui sont associées au blockchain ou au crypto, quoi que ce soit, ont vu leur cotisation et les prix des actions s'envoler complètement. Et à un moment donné, bah, la SEC, pour eux, c'est suspect. Vu que toutes les compagnies, lorsqu'il y a des achats et des ventes, elles doivent, vu qu'elles sont régulées, elles doivent exactement, bah, il y a ce qu'on appelle les clearances, mais toutes les transactions doivent être enregistrées. Donc, c'est-à-dire que si une personne a acheté ou quoi que ce soit, donc tout ce que l'on fait, tout est on record, c'est-à-dire que tout est enregistré, tout est mis dans un livre, donc dans un grand livre, on va dire ça comme ça, et toutes ces transactions-là sont gardées. Mais lorsque la SEC est en train de faire une inspection, donc une investigation là-dessus, ben pour eux, il y a certaines opérations qui ne sont pas claires, qui sont douteuses, et donc ils ont décidé de suspendre exactement le trading. Pourquoi? Ben parce que là, ça va dans le délit d'initié, ça va dans le insider trading, mais on va dire insider trading criminels, et donc pour eux ils ont des suspicions et donc ils ont décidé de suspendre le trading pour cette compagnie. Donc pour le moment toujours rien, donc on verra. Et ce n'est pas la seule compagnie, donc il y en a pas mal qui ont vu leur trading suspendu. Donc là, la semaine passée aussi, on en parlait à des compagnies aussi à Tel Aviv, au stock market de Tel Aviv, qui ont été vu leur trading suspendu, vu quoi? Ben, l'association aux crypto, aux associations au blockchain, et avec des prix qui commencent à monter terriblement. Et à un moment donné, ben, non, ça ne va pas. Donc les autorités ont décidé de suspendre le trading pour ces compagnies-là. Maintenant, on va regarder une vidéo. Enfin, on va pas la regarder, la vidéo est ici. Et vous voyez que là, quoi, ben maintenant, ça devient de plus en plus fort. Donc là, c'est aux États-Unis. Un home seller, c'est-à-dire une personne qui vend sa propriété, accepte du Bitcoin comme paiement. Et donc là, ici, c'est une mention qui coûte exactement quoi? Bah, 45 millions de dollars, et il accepte un paiement en Bitcoin. Donc vous voyez que là, bah, il commence à avoir de plus en plus de cas d'utilité. Et donc voilà, donc là, c'est le monsieur que vous avez ici à l'écran. Donc ça, c'est aux États-Unis. Maintenant, on continue. Et qu'est-ce qu'on a? Et là, ben, ce sont des professeurs d'université qui parlent, et un d'entre eux ici, comme vous le voyez à l'écran, qu'est-ce qu'il dit? Ben, pour lui, ben, le Bitcoin, on ne peut pas déterminer la valeur du Bitcoin. Pour lui, ben, vous voyez que certains disent que oui, il y a une valeur intrinsèque au Bitcoin, le Bitcoin a une valeur, patipata, comme un exemple, les Winklevoss Brothers, mais lui ici, ce monsieur ici, ben, pour lui, non, il n'y a pas de valeur au Bitcoin, et donc il explique ses points, ses thèses, ainsi de suite. Donc là, je vous invite à pouvoir le lire, ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans la description de vidéo ici en bas. Donc une partie aujourd'hui et une partie demain. Maintenant, on continue. Donc, vous avez vu déjà la première saisie du gouvernement américain qui va vendre les 513 bitcoins et 512 bitcoins cash. Et ici, maintenant, bah, quoi, bah, ce sont encore une fois
une autre onction, une autre saisie. Ce sont les Marshall, donc les US Marshall ici, qui ont mis leurs mains sur quoi? Bah, c'est la première fois qu'ils vont devoir commencer à vendre des bitcoins. Pourquoi? Parce qu'il y avait aussi un dealer, bon, un drug dealer comme vous voyez ici dans le dark web, il y a eu une saisie et donc maintenant ben, il y a eu exactement combien l'agence a vendu 2700 bitcoins. Donc vous voyez que c'est énorme, hein. Donc là, en son jour, combien est-ce que cela coûtait? Donc en 2014 et maintenant, ben, ça vaudrait combien exactement? Donc ils sont en train de parler par rapport à ça, de se dire, bah oui, s'ils l'auraient gardé, le bitcoin, s'ils auraient gardé les bitcoins, ben voilà, aujourd'hui ça aurait X valeur. Mais vous voyez que là, ils ne peuvent pas le faire. Donc, une fois qu'il y a quelque chose qui est saisi, ben, ils sont obligés d'être là et de le revendre. Et donc là, maintenant, ben, il y a encore une histoire pareille. Et comme vous voyez ici, il y a encore cette auction qui va encore être faite ici. Et ça va être, comment dirais-je, ça va être encore revendu. Donc, vous voyez qu'il y a des histoires comme ça qui commencent à sortir de plus en plus. On commence à en parler de plus en plus. Et vous voyez ici, il y a 3800 bitcoins, ce n'est pas rien. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et toujours au niveau de la dark web. Donc, voilà, que ne soyez pas ignorants à ce niveau-là. Ben, c'est premièrement ben, d'où avaient été originées les transactions du bitcoin dans les premières années. En gros, il y avait beaucoup plus d'activité à ce niveau-là et pour d'autres altcoins aussi. OK? Donc maintenant, on reste aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'il y a aux États-Unis? Ben, c'est les taxes. Donc vous voyez qu'on en parle toujours des taxes, régulations et ainsi de suite. Et maintenant, ben, les États-Unis ont décidé de quoi? Il y a un État, je pense si je ne me trompe pas, c'est l'État d'Arizona qui a accepté que les citoyens résidant en Arizona puissent payer leurs taxes en Bitcoin. Mais maintenant, il y a un gros problème, c'est la volatilité. Mais ils ont, comment dirais-je, ils vont mettre sur place un mécanisme de hedging. Donc ils ont proposé cela, ça a été accepté. Mais maintenant, beaucoup de personnes ont peur que ça devienne fédéral. Donc, vous voyez que les États sont indépendants et peuvent voter les lois qu'ils veulent pour certains États. Là, en Arizona, bah, c'est OK, mais maintenant, imaginez-vous si ça devient fédéral. Donc, c'est-à-dire que dans tous les 51 États, bah, on accepte cela que les personnes puissent être en train de payer en Bitcoin. Et donc, voilà, donc payer leurs taxes en Bitcoin. Donc là, ce serait un truc qui serait vraiment, vraiment fort. Et maintenant, bah, il y a un problème à ce niveau-là, c'est le problème de la volatilité. Vous voyez, vu que le prix fluctue tellement, en 24 heures, imaginez-vous, vous payez à 9 heures et après à, je sais pas, vous avez payé le prix du Bitcoin. Maintenant, comme vous voyez à 14 000, à 9 heures du matin, vous êtes allé faire votre paiement et à 16 heures, ben, le Bitcoin vaut 20 000. Donc, vous voyez que l'agence va faire beaucoup plus d'argent. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Déjà, et pour protéger et l'agence et le citoyen. Donc, là, il y a un gros problème. Mais pour certains, c'est quelque chose de bien pour eux parce qu'ils sont en bonne voie et on peut accepter, on va dire, des cas d'utilité concrets dans l'économie quotidienne pour le Bitcoin. Donc là, on verra ce que ça va donner. Maintenant, ici, il y a une vidéo intéressante aussi. On montre exactement un des États des États-Unis qui est l'épicentre de l'activité minière de Bitcoin et on explique le pourquoi et le comment. Et il y a un grand groupe qui est allé se placer là-bas. Donc voilà, ça c'est leur ferme, donc l'intérieur, comment dirais-je, de leurs installations. Et ça fait 4 ans qu'ils sont en train de miner là. Et ils ont 3 installations, donc ils ont 3 fermes là-bas dans cet état-là. Et ils expliquent le pourquoi ils sont dans cette ferme, enfin dans cet état et dans cette ville en particulier et pourquoi est-ce qu'ils sont en train d'opérer là-bas. Donc bien sûr, électricité, hydroélectricité et un deal avec les autorités au niveau du prix de l'électricité. Donc voilà, et ça c'est une zone rurale des États-Unis. Maintenant, continuons. Et ici, on va terminer. Là, on a terminé avec les États-Unis. Maintenant, on va aller dans les Amériques. Donc, en Amérique latine, rappelez-vous, il y avait le Petro, donc de M. Nicolas Maduro, ici président du Venezuela. Et là, il avait dit déjà qu'il voulait exactement avoir quoi? Ben, 100 millions de pétro, donc 100 millions de coins, de jetons pétro, qui soient, rappelez-vous, dans l'article, donc la semaine passée, on en parlait. Il avait réuni comment dirais-je, un groupe hein, donc pour organiser tout cela, des personnes au sein du gouvernement, et bien sûr il avait besoin de mineurs pour commencer à miner cela, et comme vous voulez, il voulait quoi 6 milliards de dollars qui soient backés, donc en crypto, backés directement ben, par quoi par le pétrole, les diamants et leurs réserves d'or exactement. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes là-bas au Venezuela, l'hyperinflation et ainsi de suite, et donc là c'est une solution qu'il a trouvée ben, pour passer outre des sanctions internationales. Maintenant, encore une autre vidéo, là on laisse les Amériques, c'est la seule news que l'on avait, et maintenant on va en Asie, et vu qu'en Asie, pour le moment, il y a beaucoup de problèmes au niveau, enfin pas beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de mouvements au niveau de tout ce qui est régulation des exchanges, de l'activité minière, ainsi de suite, surtout en Corée du Sud, et donc là, voilà, il y a un compte rendu là-dessus pour voir exactement qu'est-ce qui se passe, et vous voyez que ça augmente de plus en plus, et donc là,
Là, c'est une vidéo à Bloomberg. Et donc là, vous voyez que dès qu'il y a eu ces problèmes au niveau des exchanges, donc de régulation, activité minière et ainsi de suite. Et on a vu quoi? On a vu une forte baisse dans les cryptos, surtout dû à quoi? Ben, en Corée du Sud, la régulation qu'il pourrait y avoir au niveau des exchanges et du trading là-bas. Donc, vous voyez que c'est quelque chose à suivre de près. Et donc, vous voyez que, comme je dis, les cryptos sont très sensibles au niveau des catalyseurs. Et là, ben, il y a eu une certaine peur. Rappelez-vous, il y a énormément de volume qui vient de ces pays-là. Donc, tout le volume, principalement, vient d'Asie et directement ça a fait quoi? Ça a fait que le prix des différentes coins et du Bitcoin, ainsi de suite, ont commencé à baisser fortement. Ok, là, vous avez vu le CEO de Ripple et Ripple aussi, beaucoup d'activité, beaucoup de volume en Asie. Donc là, ça va, comment dirais-je, ça va main dans la main. En Chine, maintenant, toujours quoi? Les autorités, maintenant, problème avec quoi? Les mineurs. Donc, vous voyez que les mineurs, maintenant, doivent commencer à, comment dirais-je, les autorités chinoises ont commencé à demander aux mineurs, de comment dirais-je, d'avoir des comptes rendus mensuels au sujet de leurs infrastructures, de leur rendement et pas mal de choses. Et donc là, ça commence à devenir pénible pour eux. Donc, comme vous allez le voir, il y a trois, quatre articles qui parlent de cela. Donc, vous voyez ici, en Chine, maintenant, problème avec les personnes qui sont dans l'activité minière. Donc, vous voyez que cet article ici, numéro 2, ça continue. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Par rapport à cet article, on dit que si il y a moins d'activités minières, donc moins de bitcoins qui sont minés, donc ça veut dire, comme on dit ici, low supply. Donc, supply, donc c'est l'offre. S'il y a moins d'offres et qui continue à avoir beaucoup de demandes, eh ben, il y aura ce qu'on appelle un scarcity. Donc, ça veut dire quoi? Un shortage, donc dire peu de bitcoins en circulation. Donc, ça va encore plus augmenter le prix vu que la valeur va augmenter dû à la forte demande. Et ça, c'est toujours en relation avec, vous voyez, la pression que l'on met sur les mineurs. Et maintenant encore ici, par rapport à ça, si on continue à mettre de la pression aux mineurs, il y a eu pas mal de mineurs comment dirais-je, qui ont fait savoir que si ça continue, eux, ils vont bouger, ils vont prendre leurs activités minières de Bitcoin et ils vont aller la mettre ailleurs. Donc il y a d'autres endroits, comme vous voyez, la Russie, les pays scandinaves, ainsi de suite, dans lesquels ils pourraient aller miner tranquillement. Donc voilà, donc là, avec tout ça, ça continue. Et ça, c'est en Chine principalement. Donc, beaucoup de pression sur les mineurs. Et en Corée du Sud, vous voyez la pression au niveau des exchanges. Là, donc, vous voyez que ça continue. Hein. Mais numéro un ici, qu'est-ce qui se passe? Avant la pression sur les exchanges, vu que les exchanges commencent à faire, il y a beaucoup de buzz au niveau des cryptos et ainsi de suite, et beaucoup de personnes, d'après ce que dit l'article, beaucoup de personnes qui travaillent dans les banques sortent des banques, donc laissent leur emploi à la banque pour aller travailler dans les exchanges. Pourquoi? C'est plus flexible, meilleure ambiance, moins de pression et l'ambiance est bien plus conviviale. Et surtout, il y a cette industrie en train de grandir terriblement. Beaucoup de personnes sont en train de trader, donc ils ont besoin de personnel. Et d'un autre côté, le gouvernement aussi continue toujours à faire ses inspections au niveau des banques et des exchanges. Pourquoi? Certaines banques, ils ne sont pas d'accord avec, comme disait l'article ici, c'est quoi? C'était exactement au niveau des KYC, donc Know Your Customer. Il y a du shadow banking, ainsi de suite, des activités minières, des exchanges qui avaient des comptes en banque. Les gouvernements viennent et certaines banques ont commencé à fermer des comptes pour des exchanges, ainsi de suite. Et maintenant, le gouvernement aussi vient. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que certains traders et des exchanges et d'autres personnes dans, on va dire, dans l'écosystème crypto ont eu accès à des comptes bancaires et à des services bancaires d'une manière bien trop facile et il n'y a pas trop d'informations sur leurs activités qui ont été divulguées et ça ne plaît pas au gouvernement. Donc en gros, l'article parle de cela. Et ici, encore une fois, on voit ici toujours quoi? Les exchanges et les banques, comment dirais-je, toujours sous inspection. Et là, maintenant, ils demandent des rapports au niveau de quoi? Comme vous voyez ici, un cryptocurrency account. Donc, vous voyez que toute personne qui est en train de faire du trading, ainsi de suite, et tout ça, on veut les rapports mensuels de tout ça. Vous voyez que ça, c'est une chose qui est déjà auquel les gouvernements ont déjà accès ici en Europe, enfin principalement pour moi qui traite avec des comptes dérivés, ainsi de suite. Vous voyez que vu que c'est régulé, on est régulé ou par la FCA, donc ça c'est britannique, ou par la CMW ici en Espagne, CNMV pardon ici en Espagne, ou la MF en France, ainsi de suite. Tous nos rapports mensuels nous sont envoyés à nous et le gouvernement a directement accès à ça. Donc vous voyez que là, là c'est bien plus simple, ça fait que le trading est cool. Mais maintenant, pardon, excusez-moi. Mais maintenant, là, dans des pays
Là, comme vous voyez en Corée du Sud, vous voyez la nature, le buzz qu'ont les cryptos, l'engouement qu'il y a autour des cryptos, le manque de régulation qu'il y avait dès le départ. Et maintenant, beaucoup de personnes sont dedans, beaucoup de personnes sont en train d'opérer. Il y a des business florissants, des business qui rapportent énormément. Donc, vous voyez que maintenant qu'il y a un gros problème. Pourquoi? Parce que imaginez-vous, vous êtes un client, vous êtes habitué à opérer d'une certaine manière, excusez-moi, et du jour au lendemain, le gouvernement vient et on commence à changer les règles et ça met de la pression sur les clients et ainsi de suite. Et donc ça, vous voyez que c'est un capharnaüm là-bas, c'est un chaos et donc il y a eu beaucoup de choses, hein. Donc il y avait des lois et des législations et des taxes, comme vous pouvez le voir ici, comment dirais-je, des choses qui allaient être mises en place au niveau des gouvernements et ainsi de suite. Et comme vous voyez, l'article ici parle de loi. Et là, ça crée énormément de problèmes. Donc, il y a un ou deux articles un peu plus loin où vous allez voir les problèmes qu'il y a eu, des manifestations qu'il y a eu au niveau, enfin, en Corée du Sud par rapport à des lois pour bannir exchange, trading, ainsi de suite. Donc, vous voyez que ça devient très, très problématique. Mais, rappelez-vous ici, vous voyez ces trois pays, hein. Donc, Corée du Sud, la Chine et le Japon sont des pays où il y a énormément de volume au niveau du trading des cryptos. Et maintenant, ces trois pays sont en train de, comme on dit, swapping ideas, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se passer des idées entre eux pour voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir réguler les cryptos. Parce que c'est quand même un business qui est là, il y a beaucoup de personnes qui sont dedans, il y a beaucoup d'argent qui sont dedans. Donc, ils sont en train de se passer des idées entre eux afin de voir exactement comment pouvoir réguler les cryptos, on va dire, pour que les choses se passent bien. Donc, vous voyez qu'il a fait énormément, énormément de problèmes. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, comme je vous disais aussi, le ban ici au niveau du trading, donc c'est-à-dire bannir le trading des cryptos en Corée du Sud, vu qu'il y a beaucoup de volume là-bas, ça fait quoi? Beaucoup de peur, beaucoup de personnes ont commencé à vendre dans la panique. Mais maintenant, ça, entre parenthèses, c'est passé. Il y a eu un rallye de contestation contre cette loi et maintenant, le marché a commencé à, comment dirais-je, à se récupérer. Donc, vous voyez comment c'est, je vous dis, très, très, très sensible aux catalyseurs et à des faits pareils. Donc, ouais, imaginez-vous, vous faites quoi exactement? Donc, c'est ça la chose, hein. Donc, qu'est-ce que vous faites lorsqu'il y a des news pareilles? Vous faites quoi? Vous gardez vos cryptos, vous vendez vos cryptos, vous faites ci, vous faites ça. Donc, vous voyez que c'est très problématique. Donc, il faut toujours savoir ce qui est en train de se passer. Donc, vous voyez encore ici, l'article continue à aller là. Donc, maintenant qu'il n'y avait pas de décision, on ne va pas bannir. Donc, à un moment donné, ouais, on est entre les deux. Un jour, c'est oui, on va bannir cela. Un autre jour, c'est non. Maintenant, on est entre les deux. Et donc, vous voyez, ça arrive même jusqu'au bureau du président. Donc, vous voyez que tous ces articles ici, hein, que je suis en train de vous donner depuis la Corée du Sud, on va dire, c'est un seul et même fait, mais on va dire pas mal de points de vue, mais c'est l'évolution de ces faits. Donc, vous voyez que tous ces articles-là sont en relation avec ce problème. Donc, vous voyez qu'ici, il y a eu un parti qui s'opposait comment dirais-je, au ban des cryptos et du trading et pas mal de choses, et ainsi de suite. Et donc, vous voyez que ça continue toujours. Donc, vous voyez que là, il y a beaucoup de mouvements. Donc, ce qui se passe en Corée du Sud, quelque chose qu'il faut surveiller. Pourquoi? Rappelez-vous, beaucoup de volume là-bas. Dès qu'il y aura un problème, on va le voir se répercuter dans le prix des cryptos. Donc, ça, c'est très important de le savoir. Donc, vous qui êtes en train de trader ou qui êtes investi dans les cryptos, ce sont des choses que vous devez savoir. OK? Donc, voilà. Là, maintenant, en Inde, qu'est-ce qu'il y a? En Inde aussi, rappelez-vous, beaucoup je ne vais pas dire de problèmes au niveau de la régulation, mais enfin, oui, il y avait des problèmes au niveau de la régulation. Pourquoi? Maintenant, comme vous voyez ici à l'image, hein, le peuple était confus. Il y a beaucoup de personnes qui tradent, beaucoup d'exchanges, ainsi de suite. Donc maintenant, les personnes ne savent pas, vu qu'on ne sait pas. On en avait parlé la semaine passée, la nature des cryptos. On ne sait pas qu'est-ce que c'est une crypto, donc comment est-ce qu'on va la taxer. On ne sait pas si c'est une devise, si c'est un actif ou si c'est une commodité. Donc vous voyez que par rapport à ça, il y a un gros problème. Donc maintenant, les traders là-bas en Inde ne savent pas comment est-ce qu'ils doivent déclarer, quel titre ils doivent associer à leur déclaration par rapport au crypto, donc au Bitcoin. Est-ce que je déclare ça comme un gain de plus-value sur un actif, gain plus-value sur une commodité ou plus-value sur une devise? Donc, vous voyez que par rapport à ça, il y a différents types de taxes. OK? Donc maintenant, on continue et on reste en Asie. On va terminer ici avec le Vietnam. Et au Vietnam aussi, toujours la même question, comme vous voyez dans l'article, c'est quoi? Régulation. Donc maintenant, Vietnam expedites quoi, cryptocurrency legal framework. Donc voilà, maintenant quoi, pour la fin du mois de janvier, ils vont avoir, comment dirais-je, on va savoir exactement c'est quoi. Donc ça va être régulé et ils vont exactement dire c'est quoi. Si les cryptos, donc maintenant il y aura une loi claire qui va permettre aux résidents, aux citoyens vietnamiens de savoir comment est-ce qu'ils doivent déclarer leurs cryptos, qu'est-ce que c'est que les cryptos et qu'en pense le gouvernement et comment est-ce qu'ils vont pouvoir opérer là-dessus. Donc vous voyez que c'est important que ce soit clair vu que pour le moment l'ambiance est très floue. Donc, et maintenant on va terminer en Asie avec la Malaisie.
Et là maintenant, bah, qu'est-ce qu'il y a en Malaisie? Il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez qu'au niveau de la sécurité et ainsi de suite, c'est quoi? Ben, gros problème au niveau des ICOs. Donc vous voyez que les ICOs, rappelez-vous, on n'en a peut-être pas parlé dernièrement, mais ça continue toujours à poser beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup, vous voyez que c'est une manière de lever des fonds de manière alternative, donc ne passant plus par les investisseurs et par les venture capitalistes. Maintenant les ICOs, ben, c'est, on va dire, c'est une manière de lever des fonds de manière peer-to-peer, donc de particulier à particulier. Et maintenant, ben, au niveau de la régulation, là-bas en Malaisie, ben, ça posait problème. Et donc, il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire. Donc, il y a là, comme vous voyez ici, hein, donc, Securities Commission of Malaysia. Donc là, ils sont en train de mettre des choses en place et des lois en place et des mécanismes en place afin que le tout soit régulé. Donc ça, c'est fini pour l'Asie. Donc vous voyez qu'en résumé, qu'est-ce qui se passe en Asie? On doit juste retenir une chose, beaucoup de problèmes au niveau de la régulation. Donc là, c'est très, très, très et fortement régulé. Un instant. Voilà, excusez-moi, là je suis enrhumé aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, durant toute la semaine, mais bon, voilà, ça ne m'empêche pas d'être là et de faire la vidéo. Maintenant, on revient en Europe et on va commencer par Tel Aviv, donc on va à Israël. Et Israël, qu'est-ce qui se passe? Oh, là, non. Oui, on a fini tout ce qu'on est en train de regarder. Je pense qu'on va faire l'Europe. Non, maintenant on va faire les banques, hein. Ici, on va faire les banques. Voilà, ouais, ça c'est plutôt les banques. Et là, maintenant, on va aux banques centrales. Donc, banque centrale israélienne, donc à Tel Aviv. Qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, comme le titre le dit ici, ils ne reconnaissent pas le Bitcoin comme étant une monnaie. Mais ils ne disent pas pour autant c'est quoi le Bitcoin. Vous voyez que, rappelez-vous, il y a toujours ce débat. Le Bitcoin, c'est quoi? C'est un actif? C'est un bien immobilier? C'est quoi? C'est une devise ou c'est une commodité, donc une matière première? Ben ici, pour eux, la Banque centrale a dit non, ce n'est pas une devise, donc on ne reconnaît pas. Donc maintenant, encore des problèmes. Tout ça, ça a toujours à voir avec la régulation. Maintenant, ici, on va aller regarder une vidéo. Et la vidéo, c'est quoi? C'est avec un institutionnel, hein, donc une personne importante au niveau des cryptos. Donc c'est Monsieur Jeff Cohen, donc Jeff Coin. Et ici, on parle de quoi? Ben, c'est quoi une crypto? Donc personnellement, ben, là, il est en train d'expliquer ce que c'est qu'une crypto, altcoins et ainsi de suite, ce blockchain et tout ce qui est en train de se passer au niveau de du trading là. Donc vous voyez que vous l'avez encore ici, hein, là à l'écran. Et donc là, c'est ça. Donc au niveau pour les investisseurs, donc là ils sont à Wall Street bien sûr, au niveau de tout ce qui est investissement, trading, comment approcher la sphère des cryptos. En gros, c'est ça. OK? Donc voilà. Maintenant, on va une autre institution, on va en Angleterre, et c'est quoi? Ben, la Bank of England. Rappelez-vous, il avait des projets pour avoir le crypto pound, et là, comme le dit l'article, ben, ils ont décidé de quoi? D'abandonner. Donc là, ici, vous avez Sunpose, vous avez le BOE, donc la Bank of England, et ils ont décidé d'abandonner cela. Pourquoi? Ben, pourquoi? Il y a beaucoup de risques, comme ils disent, hein, des risques systémiques pour que ça vienne bousculer et perturber l'économie, et pour eux, ben, c'est encore mieux de rester avec le fiat, donc le pound sterling, et d'avoir un équivalent du pound sterling en crypto, ben pour eux, ils pensent que la population n'est pas encore prête par rapport à ça. Donc voilà, donc ils craignent l'instabilité. En gros, c'est ça. Maintenant, continuons. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore un autre institutionnel, donc on appelle le Commodity King. Donc je pense j'avais déjà parlé de lui la semaine passée, à monsieur Dennis Gartman, qui prédisait le prix du Bitcoin à 5000. Et là, maintenant, bah, il dit que voilà, là, pour lui, il est super, comme Warren Buffett, il est super, super baissier. Mais lui, il vient avec des niveaux techniques et il s'explique un peu plus, vu que là, voilà, il parle du Bitcoin ici comme si c'était une commodité. Vous voyez, il n'a pas l'approche Bitcoin currency, mais Bitcoin commodity. Donc là, vu que il a opéré, c'est un investisseur et comment dirais-je, un analyste très réputé dans la sphère des futures trading et trading avec des commodités, ben là, il en parle, il fait des parallèles et il explique exactement le pourquoi le Bitcoin va tomber dans les 5000. Et là maintenant, on continue ici et on parle de quoi? Voilà, ça je vous le disais au début. Donc Wall Street maintenant veut avoir des nouveaux ETF. Rappelez-vous, Wall Street maintenant ils ont déjà des contrats futurs. Mais maintenant Wall Street va venir avec des ETF. Et des ETF qui vont avoir quoi? Deux fois plus de risques et deux fois plus de gains. Donc des ETF qui vont être terribles. Donc ETF, rappelez-vous, c'est Exchange Traded Funds. Et là maintenant il y a... ils ont déposé, on va dire, des applications afin qu'il y ait des nouveaux exchanges, enfin des nouveaux ETF. Et là, c'est quoi? Donc le New York Stock Exchange, donc le ARCA, a déposé quoi? Un document de 50 pages pour demander qu'ils puissent avoir quoi? Ben, avoir des nouveaux ETF. Et les ETF qu'ils vont avoir vont être terribles, donc avec bien plus de gains. Donc 100% de gains, donc un Bitcoin bear. Donc c'est dire quoi? En achetant ces ETF, on met de la pression vendeuse sur le Bitcoin.
Ils ont un daily Bitcoin 1.25, donc 125% bull. Donc, c'est-à-dire en achetant ce Bitcoin, on peut aller à la hausse, mais avec un retour de près de 125%. Donc, 125% de gain et pour un 125% de risque. Ils ont le daily direction Bitcoin 1.5, donc 150% bull share. Donc, c'est-à-dire qu'à la hausse. La même chose, 2x, donc c'est-à-dire 200% bull share, donc c'est-à-dire 200% de retour à la hausse. Donc bull, c'est haussier. Quand vous voyez bull, sachez que c'est haussier. Et bear, sachez que c'est baissier. Donc vente à découvert. Et encore un autre ici, direction daily Bitcoin 2x bear shares. Donc ça, c'est en achetant cela, on est baissier sur le Bitcoin. Donc vous voyez que ce sont des produits dérivés. Et là, je reviendrai bien plus longuement dans le Global Crypto Research. Et comme je l'ai dit, je vais préparer une vidéo pour tous ceux qui sont dans le Trading Wall Street. Donc, vous allez avoir une vidéo bonus qui va être ajoutée pour réellement vous expliquer un peu comment fonctionne tout ce côté, on va dire, tout le côté trading avec des dérivés. Rappelez-vous, je l'ai dit que les professionnels de Wall Street, les traders professionnels, eux ne vont jamais venir opérer avec un actif s'ils ne savent pas comment pouvoir le shorter, comment avoir un hedging dessus. Et ils opèrent principalement avec des dérivés. Pourquoi? Parce qu'avoir un dérivé, ça vous donne accès à du levier. Qui dit levier dit je dépose 10%, mais les 90% restants, un exemple, c'est financé. C'est financé par quoi? Par la banque. Donc la banque prend cette partie de risque et moi je ne dépose que 10%. Mais je peux maximiser. Donc vous voyez ici, ils ont un produit qui va à 100%, 125%, 150%, 200%. Donc ça c'est très 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 risqué. Maintenant ici rapidement, pour, on va dire pour la large audience, hein, donc ceux qui seraient non initiés, qui ne comprennent pas cela, on va vous dessiner quelque chose, comme ça vous allez le comprendre. On va prendre une balance. Sur cette balance ici d'un côté, on va mettre du peuple, hein, donc ça on va dire ce sont des personnes qui veulent acheter du BTC. Ok? Prix du Bitcoin aujourd'hui comme il est, beaucoup de personnes. Donc vous savez que s'il y a plus de personnes qui viennent ici, donc si ça c'est plus, donc il y a beaucoup de demandes. Donc ça va être lourd, donc ça va être comme ceci. Donc là, c'est les personnes qui sont ici. OK? Le prix du Bitcoin va monter. C'est ce que j'appelle un déséquilibre. Donc c'est quoi? Beaucoup de demandes et l'offre, elle va voir son prix monter. Donc le prix du Bitcoin va monter. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui le veulent. Donc ici, il y a Janine, il y a Benjamin, il y a Jean-Marc, il y a Pauline, il y a François. Beaucoup de gens veulent du Bitcoin. Le prix du Bitcoin est en train de monter. OK? Là, ils sont dans le marché physique, donc le véritable sous-jacent. OK? Ça, c'est ça. Maintenant, faisons un récapitulatif. À Wall Street, qu'est-ce qu'il y a? Donc, on va toujours prendre notre balance qui est ici. On va mettre... ça va représenter les personnes qui sont en train d'opérer sur le BTC. OK? Et là, sachez que c'est quoi? Ça, c'est Kraken, Coinbase, etc. comme exchange. OK? Ça, c'est, on va dire, people. Donc, ça, c'est le peuple qui opère comme ça. L'engouement au sujet du Bitcoin. Maintenant, on va aller à Wall Street. OK? Donc, de E, T. Wall Street, c'est quoi? Wall Street, il y a, on va représenter toujours notre balance ici. Hein, donc, BTC, le peuple qui est ici. OK? Maintenant, au-dessus de ça, il y a le niveau de Wall Street. Wall Street, ils ont les XBT. Ils ont le ENOA XBT. Ils ont le BRR. Ça, c'est le futur du CME. Là, vous avez le CIBO. CBOE. Ils ont quoi maintenant? Et maintenant, ils veulent des ETF. Ah ouais, rappel, ils ont déjà un ETF. Ils ont déjà le number one, c'est le GBTC. Tout ça, on va regarder ça demain. Maintenant, rappelez-vous, ils veulent un 1 une fois à la hausse et à la baisse. Ils veulent le 1,25. Ils veulent le 1,50 et ils veulent le 2x, donc c'est-à-dire le 200%, haussier baissier. Donc vous voyez, pendant que, on va changer de couleur, hein, pendant que la majorité des personnes est en train d'opérer ici, avec le véritable sous-jacent, donc en train d'opérer ici, à Wall Street, les personnes, ils opèrent sur des dérivés. Ils en ont 1, 2, 3, 4 et ils en veulent encore 5 en plus. Donc ils veulent une fois, 1,25, 1,50, 2, ils en veulent 4 en plus, mais haussier et à la fois baissier. Donc ça fait énormément de choses. On voit que par rapport avec tout ça, donc on va pas mettre jaune parce que jaune je vois qu'on va pas bien, avec tout ce que vous avez ici, avec tous ces ETF là, eux, en opérant dessus avec du levier, rappelez-vous, 2 fois plus de risques, même bien plus de risques. Avec ça, ils peuvent mettre de la pression sur le véritable prix du Bitcoin. Je sais que c'est très technique, que beaucoup de personnes ne vont pas comprendre, mais en gros, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Donc rappelez-vous, vous, lorsque vous opérez, donc la plupart d'entre vous, si vous opérez avec des exchanges ou des wallets, vous opérez dans ce qu'on appelle, on va dire, le véritable marché.
Mais à Wall Street, rappelez-vous, ils ne sont pas dingues. Et je dis toujours, ils n'opèrent jamais. S'ils ont une exposition dans le Bitcoin via Coinbase ou quoi que ce soit, ils doivent avoir tous ces outils ici qui vont leur permettre de contrôler le marché, dire quoi? Contrôler, avoir le risque sous contrôle. Donc, ça veut dire pouvoir mettre des short selling et d'un autre côté, avoir des achats. Donc, rappelez-vous, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Moi, je suis toujours long short. Donc, ceux qui avaient vu, qui avaient les vidéos bonus de Trading aussi, donc vous voyez exactement ce qu'il y a toujours. Donc, ils prennent les deux positions. Donc, ici, par exemple, ils vont acheter un BTC. Donc, ils sont long Bitcoin, donc ils ont ça en holding ou bien ils veulent le trader. Mais d'un autre côté, ici, avec les ETF et les futures, ici, ils sont ici, ils vont être quoi? Ils vont être short. Et ici, ils peuvent utiliser du levier. Donc, si un BTC vaut, on va mettre un prix 15 000, ici, ils ne doivent déposer que, un exemple, entre 10 et 50%. Donc, si c'est la moitié, ils vont déposer 7 500. Et si c'est 10% ici, ils vont juste déposer 1500. Et ils vont contrôler un Bitcoin. Donc imaginez-vous quand vous avez des milliards. Rappelez-vous des personnes comme Mike Novogratz et ainsi de suite. Les trading desks que sont en train de monter les Goldman Sachs et ainsi de suite. Les hedge funds et tout ce qui va avec. Les asset management et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'ils peuvent faire des choses très 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 grandes. Et d'un autre côté, en étant ici, s'ils n'ont qu'un Bitcoin, ils se disent, bah, à la limite, je m'en fous, je perds mon Bitcoin. Mais ici, ils peuvent aller bien plus loin avec ce type de produits dérivés, donc mettre bien plus de pression. Et ça, ils le font avec tout type d'actifs. Mais comme je vous dis, ici, pour les raisons de la vidéo, on ne va pas faire super long. Ça, je reviendrai dessus d'une manière bien plus ample. Demain, on va y toucher comment dirais-je, rapidement, on va en parler un peu. Et on ira dans les vidéos que je suis en train de vous préparer. Donc là, ça va aller bien plus loin. Donc vous voyez, comme je vous disais ici, hein, avec ce qu'ils sont en train de faire. Donc ils ont déjà, il y a déjà le CIBO et le CME. Et ces produits qui sont en train de, comment dirais-je, qu'ils essayent de lancer, vont leur donner quoi? 125% de retour, 150% de retour ou 200% de retour. Ouais, et ça, ce sont les targets par rapport au benchmark, donc par rapport au quoi. Ah oui, une chose que je n'ai pas dit, c'est que les produits qu'ils vont faire ici, ça va être des dérivés des dérivés. Donc, c'est des ETF sur base du CIBO, donc sur base du contrat futur du CIBO et du CME. Donc, c'est le dérivé du dérivé. Donc, vous voyez qu'ils n'en ont rien à faire complètement d'où est le Bitcoin. Donc, le Bitcoin, comme je vous l'ai montré dans mon petit exemple, du Bitcoin réel. Un instant. Voilà. Excusez-moi. Vous voyez qu'eux, ils n'en ont absolument rien à faire où sera le prix du Bitcoin vu qu'ils vont opérer avec le dérivé du dérivé. Donc là, vous devez comprendre cette nature. Voilà. La nature, comment dirais-je, la manière d'opérer des personnes à Wall Street. Et là, ils le font déjà, on va dire, pour la bourse traditionnelle. Juste pour vous en donner un petit exemple, on reviendra dessus demain, vu que, bon, je suis en train de parler de quelque chose et vous allez dire, mais tiens, mais de quoi il parle? Comme ça, vous allez pouvoir le regarder vous-même. Vous allez voir ce dont je vous parle. En plus, j'en parlais hier avec les clients d'ici de Madrid, vu qu'ils ne comprenaient pas trop cela. Vous voyez ici, vous avez le stock market. Ok, donc vous connaissez tous le S&P 500, enfin la plupart, le S&P 500, le Dow Jones, le Nasdaq. Ça, c'est les ETF ici. Vous voyez, Exchange Traded Fund. Vous avez le SPY, l'ETF du S&P 500. Diamond, c'est l'ETF du Dow Jones. QQQ, c'est l'ETF du Nasdaq. Maintenant, ils ont quoi? Regardez ici, lorsque vous avez au leverage, donc des produits à levier, vous avez le Ultra Pro QQQ. Ultra Pro S&P, et il y a le Ultra Pro Dow Jones aussi, mais maintenant vous avez les inverted, donc c'est-à-dire quoi, ce qui vous permet d'être short. Vous voyez comme c'est marqué, Ultra Short Pro QQQ. Vous avez les Ultra Short S&P, et vous avez les Ultra Short encore S&P, donc vous voyez que vous en avez plusieurs. Voilà, là c'est ça. Daily S&P 500 Bear 3X, donc 300% short. Donc vous voyez que ça c'est le même type de produit qui vont venir mettre maintenant avec le Bitcoin. Donc vous voyez que quand vous voyez le Dow Jones et le Nasdaq et ainsi de suite, donc regardez un peu toute la panoplie d'ETF qu'il y a pour pouvoir opérer. Et là, vous voyez que ça va même international, Europe, Chine, global, sur des matières premières surtout. Et maintenant, il y aura un aparté bientôt ici, ça va être marqué crypto, et il y aura la même chose. Donc vous voyez que ça va loin, ils ont énormément de produits. Donc vous voyez que ça va à l'inverse. Ça, le marché est haussier, et donc ça, c'est baissier. Pourquoi? C'est logique. Vu que le marché est haussier, des personnes sont en train de vendre les produits chauds, donc les produits qui prennent des positions courtes, donc des positions vendeuses, on les vend, personne n'est dedans. Vous voyez, c'est à la baisse, pourquoi? Vu que le marché monte, donc ça va à l'inverse. Si vous voyez ça en vert, sachez que les marchés sont en train de baisser parce que tout le monde est en train de rentrer dedans. Et là, on peut le voir ici avec l'inverse des volatilités, donc le VX, XIV et ainsi de suite. Donc vous voyez que là, c'est déjà quand même assez très technique, mais hop là je reste ici. Mais vous voyez au moins de quoi est-ce que je suis en train de parler et ceux qui sont en train comment dirais-je, de préparer. Donc là, comme vous voyez ici, c'est pour ça qu'on montre réellement
on va dire, cette bête ici, ce serpent qui est en train de manger les personnes. Pourquoi? Parce que ça représente le public qui est en train d'opérer sur le Bitcoin, mais vous ne savez pas ce que Wall Street est en train de préparer. Ils sont en train de préparer un truc qui va complètement tout manger, et comme je vous le dis, ils n'en ont rien à faire que le Bitcoin soit à 20 000, à 10 000, à 30 000, à 100 000, à 1 million. Ils ont les produits qui leur permettent de ne pas être exposés. Donc, si le Bitcoin explose, il va exploser dans mon wallet, dans votre wallet, mais pas dans le wallet des autres. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je me couvre déjà, j'opère déjà avec des dérivés. Ouais, donc c'est ça le truc. Donc ça, il faut le comprendre. Ça, c'est un aspect de trading qui est bien, on va dire, avancé, bien plus technique. Mais comme je viens de vous le montrer avec le stock market, ils vont faire la même chose avec le Bitcoin. Et comme je vous le disais tout le temps, ils n'opèrent jamais dans une chose s'ils n'ont pas de quoi avoir un hedging, une couverture et vendre le marché à découvert. Lorsque vous voyez le prix du Bitcoin, voilà, maintenant on voit le prix qui est en train de baisser aujourd'hui à 14 237. Rappelez-vous, fin décembre, au 20 décembre ou 18, entre le 15 et le 20 décembre, il avait atteint les 20 000. Et regardez maintenant où il est. Donc, vous savez qu'ils peuvent mettre la pression avec cela. Donc, vous voyez que maintenant, il y a le Bitcoin Cash, ainsi de suite. Donc, les cryptos qui vont rester, on va dire, celles qui vont rester vivantes, elles auront toutes des dérivés. Donc, peu importe aux personnes qui viennent opérer dedans, dessus. Et c'est la même chose que l'on a aujourd'hui avec les actions. Apple, tout ce que vous voyez, il y a déjà des dérivés. Et il y a d'énormes dérivés là-dessus. Des dérivés sur le pétrole, sur l'or, sur tout ce que vous voulez. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, vous voyez que je vous dis... Vous devez comprendre ce dans quoi vous mettez l'argent et c'est très important de comprendre ce que font ceux de Wall Street. Parce que c'est ceux de Wall Street maintenant c'est eux qui ont l'argent. Donc quand on a l'argent, on fait bouger un marché. C'est pas avec 1 euro ou avec 20 euros de fraction de Bitcoin que vous avez acheté que vous allez faire bouger le marché. Non. Si vous avez mis 20 euros dedans, vous espérez que cet investissement de 20 euros devienne 200 ou 1000 dans le futur. Ça, c'est ce que tout le monde est en train de faire maintenant avec les cryptos. Vous voyez, comme vous l'avez vu ici, vous avez bien vu au début, on parlait des millennials qui commençaient à opérer, à trader. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la bourse traditionnelle est déjà dominée par ceux de Wall Street. Quand je dis Wall Street, c'est le monde financier global. Et maintenant, pour eux, tiens, les cryptos sont décentralisés, pati, patata. Donc, pour nous, c'est l'occasion de pouvoir aussi profiter comme ceux qui profitent de Wall Street en leur temps. Nous, on profitait aujourd'hui en 2018. Mais vous voyez que ça ne va pas être le cas. Ils viennent avec leurs produits. Donc, cet article est très important. Je le garde ici. Il y aura des vidéos bonus qui vont être ajoutées. Pour ceux qui sont dans le trading Wall Street, on va aller bien plus loin dedans et on va faire des exemples en démo. Donc, pour vous montrer exactement le trading, on a le S&P, il y a les ETF, on a le QQQ. Donc, vous allez voir des exemples de trading concrets avec, comment dirais-je, avec les ETF et les futurs. Donc, pour comprendre comment est-ce que cela fonctionne. Et comme ça, vous allez comprendre ce qu'ils vont faire maintenant avec le Bitcoin. C'est très important de le savoir parce que, comme je vous l'ai dit, ça va mettre de la pression sur les Bitcoins qu'on a en wallet. OK? Donc ça, vous devez savoir comment vous protéger. Donc là, je sais que j'ai pris pas mal de temps, mais c'est quelque chose de très important. Vous voyez que même là, juste pour l'expliquer, ça va loin. Donc là, il faut aller bien plus loin par rapport à ça. Comme aussi l'histoire de laquelle j'ai parlé au début du Lightning Network. On va revenir bien plus en détail dessus dans les Global Crypto Research. Donc là, pour ce qui arrive au prochain trimestre, vous voyez qu'on a beaucoup de choses à analyser. Maintenant, on va revenir avec mon cher ami Jamie Dimon, donc l'ami de tout le monde. Petit commentaire, opinion personnelle, je trouve qu'on a beaucoup utilisé le nom de cette personne. Pourquoi? C'est un multimilliardaire, il est à la tête de la plus grosse banque des États-Unis et son commentaire, vous voyez que ça ne manque pas, le mot fraude, ça va lui coller à la peau longtemps et comme il dit, il regrette d'avoir fait ces commentaires, mais comme je vous dis, ce sont des médias et tous médias cherchent le buzz. Donc quand on a une personnalité qui, dans un moment... Bon, je ne vais pas dire que c'est un moment de faiblesse, mais il s'est lâché, il a dit ce qu'il avait à dire. Voilà, maintenant ça va le suivre, ça va le coller à la peau. Mais comme je dis, voilà, on a commencé. Là, ça allait un peu trop loin avec cette histoire. Et comme je vous dis, les propos qu'il a tenus, il faut regarder l'entièreté. Ici, il y a une vidéo. Et vous allez voir à quoi je m'en réfère. Donc là, l'article, c'est juste pour dire ça. Ces propos, c'était ici. Et vous voyez qu'ici, on en parle juste, on prend juste 3 minutes. Mais moi, j'ai regardé l'entièreté de ce forum-là. Et c'était un forum, je crois, qui a duré une histoire de 8 ou 10 heures. Donc, avec Christine Lagarde, il y avait beaucoup de personnes qui ont été invitées. Et M. Jamie Dimon est en train de parler avec le CEO de BlackRock et de Morgan Stanley. Ils étaient en train de parler du blockchain, comment ils utilisent déjà le blockchain entre eux, de manière privée. Et on lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait du Bitcoin. Et là, il en a parlé. OK, donc vous voyez qu'on a extrait 3 minutes d'une discussion qui a duré 1 heure. Et il a dit bien plus que ça aussi sur le Bitcoin et sur le blockchain. Donc vous voyez que là, comme vous voyez, c'est toujours le mot fraude qui revient et ça va lui coller à la peau. Et bon, là, c'est quelque chose que lui, il regrette. Mais comme il dit, the blockchain is real, pourquoi il l'utilise déjà? Donc vous voyez que ça aussi, vous devez arriver à dissocier ces choses-là. S'il n'y aurait pas une personnalité comme lui qui parlerait de cela ou bien quelqu'un comme Warren Buffett, voilà, il y a un buzz au-dessus et ça fait quoi? Ça fait des visites pour des sites parce que voilà, ça fait du trafic et ça fait beaucoup de choses. Mais il ne faut pas sortir, mettre hors contexte ce qu'il a dit.
Et comme il a dit, ben, sa fille a 2 bitcoins. Et maintenant, comme il dit, ben, sa fille lui dit, ah papa, je suis une génie. Pourquoi? Parce que je fais ce que tu fais. En général, son père était un trader à un banque d'investissement. Ben, sa fille a acheté 2 bitcoins. Et maintenant, ben, voilà, c'est à 2 bitcoins. Ben, vous avez vu, bon, vous pouvez faire les calculs. Vous savez exactement ben, la petite fortune qu'elle a amassée, la fille. Donc elle dit, ben, voilà, je suis un génie. Et ça nous ramène à quoi? À ce qu'on a vu au début. Maintenant, les millennials commencent à trader. Donc vous voyez que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à rentrer dans le trading il y a 3 mois, il y a 6 mois. Ben, j'en ai vu. Hein, et j'en ai connu des personnes comme ça qui me disent, ah, je suis un trader, je trade. Ah oui, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ben 3 mois. OK. Donc, voilà. OK. Vous voyez que nous, ici, au GTTube, on est là depuis 2012. Donc, 2012 à 2018, ça nous fait 6 ans. Et novembre ou août 2017 à janvier, ça fait pas beaucoup de temps. Ouais, donc, c'est ça aussi. OK. Mais comme je dis, ben, commencez par être là et vous éduquer. Donc, ça, c'est on va dire, la petite parenthèse Jimmy Dimond. Donc là, j'ai donné mon opinion et donc voilà. Maintenant, on vient à M. Mike Novogratz, rappelez-vous, avec son fonds de 500 millions de dollars, donc Galaxy Investment Fund, et qu'il voulait lancer. Maintenant, ce fonds, il a laissé ça en stand-by, mais il n'a pas abandonné l'idée. Donc, c'était un fonds qui allait investir dans les cryptos, dans les ICOs et dans toutes les compagnies, on va dire, dans la sphère technologique, blockchain, ainsi de suite. Mais maintenant, il va faire quoi? Une merchant bank. Donc, donc une banque marchande, traduction littéraire, donc une banque qui va faire une banque du type quoi? Banque d'investissement, mais spécifiquement dédiée à tout ce qui est technologie, blockchain, ICOs et crypto, et ainsi de suite. Donc, donner des services. Donc un peu comme un Goldman Sachs, mais uniquement exclusivement pour tout ce qui est technologique et crypto. Donc il y aura un exchange de trading, il y aura des wallets, il y aura quoi encore? Advisory, donc service de consulting et ainsi de suite. Et bien sûr venture capital, donc investissement dans les nouvelles technologies, donc start-up et ainsi de suite. Et il y aura quoi aussi? Participation aux ICOs et que je me trompe pas, mais bien sûr, bah, le hedge fund. Donc le côté aussi trading, ce qu'on appelle le proprietary trading, donc on va dire trading pour du profit au niveau de son hedge fund. On voit que là maintenant, l'idée du hedge fund va n'être qu'une, va dire, va être une petite partie de cette banque d'investissement qu'il veut faire. Ok, mais là il a déjà commencé. Je pense il a eu une acquisition d'une entité à Vancouver ou Toronto qui est déjà listée là-bas au Stock Exchange, donc une banque aussi qui était là-bas, qui opérait déjà à ce niveau-là. Et là, ils ont acquis cela, donc ils vont commencer à passer par cette banque-là qui cotise déjà en bourse. Et maintenant, comment dirais-je, rajouter pas mal de divisions à ça. Donc c'est quelque chose qui va aller très loin. Donc c'est quelque chose de très intéressant qu'il est en train de mettre sur place. Et maintenant, on continue encore avec Monsieur Mike Novogratz. Là, c'est Bitcoin, donc ses plans par rapport au Bitcoin, donc c'est toujours au niveau du Bloomberg, donc c'est le même journaliste qui a eu l'occasion de lui en parler, qui parle de son trade, de tout ce qu'il a fait et comment est-ce qu'il va continuer à avancer avec ce projet-là. Donc il n'a pas abandonné cela, donc le hedge fund, oui, mais il y a bien plus que le hedge fund qui va venir. Donc maintenant, continuons. On va terminer ici avec on va dire tous les financiers, vu on s'est attardé pas mal sur Monsieur Jimmy Dimond. Encore un autre gourou, donc un autre de Wall Street ici, qui lui-même va faire quoi? Son propre exchange. Donc cette personne est très connue, donc Monsieur James Altucher. Et là maintenant, il va lancer son propre exchange, donc son cryptocurrencies exchange. Vous voyez que pas mal de personnes aussi dans Wall Street, comment dirais-je, commencent à s'intéresser à ça. Et donc, c'est pas mal tout ça. Encore un autre investisseur, ici, comme vous voyez ici, hein, qui parle de la bulle du Bitcoin. Et cet investisseur est devenu grand, donc réputé. Pourquoi? Parce qu'il avait prédit des choses. Rappelez-vous, comme je vous l'ai dit, à Wall Street, votre réputation, elle est faite comment? Lorsque vous êtes un analyste, vous devez anticiper le marché. Donc, vous devez dire, il va se passer ça, 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 ça. Soutenir votre thèse, éditer un papier, aller voir des grosses banques d'investissement où vous faites votre vidéo sur YouTube pour vous dire, il va se passer ça avant que ça arrive. Et si ça arrive, dans les paramètres que vous aviez définis, ça y est, vous avez fait votre réputation, des personnes vont venir vous payer pour vos analyses et pour votre consulting. Ok, donc c'est ça. Vous devez faire des prédictions. Et c'est comme pour dire, voilà, j'ai fait 10 prédictions. Dans les 10 prédictions que j'ai fait, il y en a 6 qui étaient bien, 6 qui étaient bonnes. Donc 60%, on va dire, on était dans le 1000, on a tapé dans le 1000 à 60%. Ça fait votre réputation et c'est votre gagne-pain à Wall Street. C'est ce qui se passe. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours que faire des vidéos où on parle de l'historique du marché et ainsi de suite, tout ce qui est technique, bien, c'est bien, mais à la fin de la journée, ça ne sert à rien. Pourquoi? On doit prédire le futur. Avec maintenant, on a le Bitcoin qui est ici. Le truc là, c'est maintenant qu'on est à 14 360, on va aller où? Va-t-on monter ou va-t-on descendre? Le job des consultants et des analystes, donc c'est le mien aussi, on vient et on parle à nos clients et on fait des analyses fondamentales et techniques. On dit, tiens, le Bitcoin va aller là, 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 là et là. Et nous-mêmes aussi, comme on dit,
put your money where your mouth is. Donc, c'est-à-dire, je mets mon argent là-dedans aussi parce que moi aussi, je suis aussi dans le trade pour dire, bah, tiens, où ça va monter, où ça va descendre. Et on fait ça avec tout type d'actifs. OK? Donc là, lui aussi, c'est un investisseur et on va dire aussi, il a on parle de lui aussi comme si c'était un gourou. Et ici, il est venu expliquer, soutenir sa thèse de pourquoi le Bitcoin était une bulle et pourquoi est-ce que ça va cracher. OK? Donc, voilà. Donc, encore un autre ici. Maintenant, on va regarder une autre institution et c'est Microsoft. Rappelez-vous, il y a un problème au niveau de Microsoft qui acceptait des paiements en Bitcoin. Ils ont arrêté les paiements en Bitcoin. Il y a eu beaucoup de problèmes. Les personnes ne comprenaient pas ce qui est en train de se passer. Mais par après, ils disent qu'ils ont remis les paiements. Ils disent qu'ils c'est juste une pause, maintenance du service, ainsi de suite. Mais c'était quelque chose de très flou. Beaucoup de personnes n'ont pas réussi à pouvoir faire des paiements sur les plateformes Microsoft avec le Bitcoin, ainsi de suite. Et maintenant, apparemment, bah, c'est revenu. Et maintenant, on va rester là-dedans, dans tout ce qui est paiement. Rappelez-vous, je n'avais parlé la fois passée, moi-même j'utilisais le Wirex. Wirex m'avait envoyé un message pour me dire, écoute, tes cartes virtuelles et ta carte physique sont déshabilitées. Pourquoi? Dû à Visa. Visa qui n'acceptait plus les cartes de débit prépayées, ainsi de suite. Donc maintenant, bah, il y a un gros problème. Il n'y avait pas que Wirex. Il y a toute une liste de compagnies et qui utilisaient les services de Visa et qui avaient été complètement, bah, Visa, on a vu toutes ces cartes être annulées et on attend des nouvelles cartes. Ok, donc Wirex nous envoie un message pour dire que la balance qu'on avait sur ces cartes, il fallait la repasser directement à notre Wirex Wallet et qu'il n'y avait pas de problème par rapport à ça en attendant d'avoir une nouvelle carte. Donc vous voyez ici les visas avec le ban non, de toutes ces cartes. Vous voyez, Wavecrest c'est à Gibraltar et c'est de là d'où venaient nos cartes. Et donc il y a eu un gros problème avec eux. Et donc le problème c'est pas Visa et les compagnies, mais c'est Visa et Wavecrest. Et c'est Wavecrest qui distribue ces cartes prépayées. Donc, ouais, le problème était là. Donc, ici, vous avez la news en vidéo. Donc, si j'avais été affecté par cela, ben, sachez exactement ce qui s'est passé. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on avait encore ici? Voilà, toujours la même chose, hein. Donc ça, c'est encore un autre article qui nous parle de ça. Et là, on parle un peu des différents services qui ont été affectés par cela. Donc, différentes entités qui offraient ce type de carte. On voit ici BitPay et ainsi de suite, Bitwala et pas mal d'autres choses. Donc, voilà. Maintenant, on va rester dans tout ce qui est crypto market. Et là, on a parlé de lui au début. OK? Et ça, c'était le cofondateur de Monsieur Hoskinson, donc le cofondateur d'Ethereum, et qui est en train de parler ici de quoi? Bah, de la market cap des cryptos et pourquoi est-ce qu'il aimerait voir un crash dans les cryptos. Pourquoi? Pour lui, il dit qu'un crash va être quelque chose de très, très, très utile. Pourquoi? Vu vu qu'il y a beaucoup de cryptos qui ne servent à rien, selon lui, il y a des faux projets qui sont là. Et le fait qu'il y ait un crash, comme c'était le cas du crash en 2000 du Nasdaq, bah, de ce crash-là vont émerger les véritables projets. Ouais, les véritables projets de crypto, les véritables projets blockchain. Donc pour lui, ben, un crash, c'est quelque chose de sain et c'est quelque chose de nécessaire. Voilà. Maintenant, on va rester dans d'autres institutions. On a Telegram. Et Telegram, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ben, Telegram est en train de penser à faire sa propre ICOs. Et donc, ça va être quelque chose de très, très, très intéressant. Voilà, parce que voilà, ils veulent lancer ce qu'on appelle la troisième génération du blockchain et des crypto-monnaies. Et en passant par leur plateforme Telegram, vu qu'il y a déjà pas mal d'utilisateurs. Et ils vont avoir comme ils appellent ça, le Ton blockchain. Et avoir aussi leur crypto qui va pouvoir donner accès aux utilisateurs à pas mal de choses via la plateforme de Telegram. Donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, vous voyez que il y a toujours ce côté blockchain qui revient pas mal. Hein. Et ici, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Un autre stratégiste de Wall Street, je pense que c'est M. Tom Lee, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est bien lui, l'article avec M. Tom Lee de Front Street Global, c'est un ancien Goldman Sachs. Et lui, il dit qu'en 2018, le prix du Bitcoin pourrait doubler. Mais attention, il dit bien qu'avant qu'il ne double, il va visiter des niveaux bien plus bas. OK, donc sachez-le qu'il va avoir des corrections. Donc ouais, c'est ça. Donc comme je dis, c'est un autre stratégiste, c'est une autre personne qui fait des prédictions de marché et on est obligé d'anticiper les mouvements et il faut dire ce qui est en train de se passer et soutenir la thèse. Donc vous voyez principalement ce que vous me voyez faire au quotidien. Donc la chose, elle est là. Donc c'est ça. Vous voyez, c'est facile de parler lorsque tout est fait, le mouvement était là. Non, il faut le dire avant et que les clients en profitent. Donc les clients aussi puissent être là, rentrer dans les positions, avoir le risque sous gestion et aller de l'avant. Rappelez-vous que le but du jeu ici, c'est d'avoir du retour sur votre investissement pour entrer à la ligne. OK, donc voilà. Maintenant, Binance, vous voyez que c'est un exchange qui fait pas mal parler de lui. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a le CEO de Binance, vous voyez, c'était un Chinois, mais maintenant il a bougé de Chine pour aller au Japon, Tokyo. Pourquoi? Parce que la régulation est meilleure.
Ils sont bien mieux acceptés là-bas. Et là, il explique exactement ce qui est en train de se passer. Et il parle exactement de tout l'univers des cryptos, du Bitcoin, ainsi de suite. Donc, c'est une vidéo très, très, très intéressante. Et donc, voilà. Maintenant, restons encore là-dedans. Dans les traders, Wall Street à New York, ici un débat avec pas mal de traders et pas mal de personnes qui parlent du futur du Bitcoin. Donc maintenant qu'on a vu le Bitcoin qui est ici, donc ouais, on est revenu sur ce qu'on disait. De quoi est-ce que je vous parlais? Des ETF et des futurs qui vont être lancés. Le Bitcoin était à 20 000. Dès que ça a été lancé, on a vu le Bitcoin vers le bas. Bitcoin a été effacé, on va dire, des médias. On ne parle plus trop des Bitcoins, enfin du Bitcoin. D'autres cryptos ont commencé à monter. Et le Bitcoin, maintenant, il est calme. Vous voyez que c'est monté, sont calmes et reste dans ce trading range dans lequel il est. Et maintenant, quoi? Va-t-il aller plus bas? Va-t-il monter? Donc, voilà, les débats sont ouverts. Et donc là, on appelle des spécialistes de Wall Street pour parler de ça. Maintenant, restons encore dans les institutionnels et maintenant ici on va à Goldman Sachs. Donc Goldman Sachs maintenant qui parle du Bitcoin et ils ont sorti un rapport dans lequel ils parlaient du Bitcoin comme étant une monnaie et donc les comparatifs bien sûr entre les fonctions principales de la monnaie fiat, donc les billets que vous voyez ici, et le Bitcoin. Donc voilà, donc maintenant il y a tout un rapport et ici Forbes nous fait un résumé de ce rapport et des thèses qu'a soutenu Goldman Sachs, donc les analystes de Goldman Sachs. Maintenant, on reste ici, on reste dans quoi? On va regarder Monsieur Roger Cohen et il parle un peu de quoi? Des prophéties au niveau du Bitcoin et maintenant par rapport à quoi? Tout ce qui est au niveau de la régulation, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va baisser? Est-ce que ça va être accepté aux États-Unis et dans le monde? Et donc là, c'est très intéressant ce que monsieur a à dire et il nous parle vraiment par rapport, enfin, il parle de cela et avec les équipes de Bloomberg. Ok, donc voilà. Continuons dans les exchanges. Un autre exchange ici. Bitstamp, et vous voyez que dernièrement, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des exchanges, beaucoup de personnes, vous voyez que dû au buzz, beaucoup de personnes ont commencé à vouloir venir trader, s'inscrire, ouvrir des comptes, ainsi de suite, chose qui était très problématique dernièrement. Donc il y a des personnes qui ont ouvert des comptes et ne pouvaient pas opérer, donc comme moi, donc vu les problèmes qu'il y avait avec les exchanges, on va dire les plateforme de trading avec broker. Donc j'ai réouvert des comptes avec des exchanges, donc pas mal pour voir exactement, pouvoir déjà tester les exchanges et voir ce qu'il y a afin de pouvoir aussi profiter des positions à la hausse moins problématiques et moins coûteuses, je l'espère, qu'avec les brokers CFD. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu pas mal de problèmes au niveau des exchanges, tout simplement. Mais maintenant, Bitstamp a un autre problème. C'est lorsque les clients veulent retirer de l'argent, Bitstamp commence à leur demander des choses, on va dire pratiquement des trucs de fou. Donc là, il y a beaucoup de clients qui se disent, tiens, pourquoi est-ce qu'on me demande des choses pareilles? Donc maintenant, ils sont en train de corser la chose. Lorsque les personnes veulent retirer des sous, apparemment, il y a certaines personnes qui n'ont pas pu retirer des sous et Bitstamp a commencé à leur poser des questions. Leur demander des questions et demander de fournir des documents, des choses hallucinantes. Donc, vous voyez que l'article parle de ça. Et maintenant, ça rentre dans quoi? Dans tout le programme, dans le KYC, comme vous voyez ici. Hein. Donc, Know Your Customer, donc connaître son client. Mais pour eux, pour certains clients, Bitstamp est en train de pousser le bouchon un peu trop loin et ce n'est pas correct. Arrive à un moment donné, ce n'est pas correct. Même moi, avec des comptes de trading classique, on ne demande pas ce genre de choses. On appuie retirer de l'argent, l'argent est retiré sous 24-48 heures grand max, l'argent est là. Donc voilà, et la Bitstamp pousse le bouchon un peu trop loin. Maintenant, on va retourner un peu à Wall Street et l'histoire avec les ETF. Donc vous voyez que vous avez vu les ETF qui vont être lancés, donc qui ont été demandés à la SEC par le New York Stock Exchange. Et maintenant, vous savez déjà quel est les contrats futurs. Maintenant, il y a d'autres ETF aussi qui sont là. Ce sont des ETF blockchain. Donc, des ETF, c'est quoi? Des Exchange Traded Funds. C'est quoi? C'est un fonds qui investit sur des compagnies qui sont exposées aux cryptos et compagnies blockchain, ainsi de suite. Donc, des compagnies qui sont dans le blockchain, un exemple IBM et pas mal de compagnies pareilles. Donc, là, il y a un fonds qui est créé. Il y a deux fonds qui ont été créés au niveau du blockchain. Donc là, c'est quoi? Au lieu d'aller investir dans ces compagnies de manière individuelle, en investissant dans cet ETF, vous êtes directement, enfin de manière indirecte, exposé aux compagnies qui sont dedans. Donc vous voyez, maintenant, il y a pas mal d'ETF qui sont créés. Hein. Donc on dit ici qu'il y a beaucoup d'ETF qui sont créés au niveau de la technologie, et ainsi de suite. C'est pas mal de choses. Et maintenant, ça va aussi arriver dans d'autres secteurs. Et maintenant, il y a ce nouvel ETF qui va être créé et qui va regrouper des compagnies exposées au blockchain. Donc voilà, c'est quelque chose de pas mal, très intéressant. Donc vous voyez qu'il y a toujours des avancements qui continuent à se faire. Et là, vous entendez bien sûr que le niveau
On va dire qu'au niveau de tout ce qui est blockchain, ben, c'est de plus en plus intéressant. Et donc voilà, maintenant, on va avoir des ETF. Donc là, ils ont été proposés, déposés ici à la SEC et on verra exactement quand est-ce qu'ils vont être acceptés. Maintenant, ici, c'est un ancien commissionnaire de la SEC, donc c'est l'autorité des marchés financiers là-bas aux États-Unis. Et il est en train de débattre ici et parler du Bitcoin et au sujet de quoi? La régulation du Bitcoin. Vous avez vu en Asie, beaucoup de buzz, donc beaucoup de pourparlers au niveau de la régulation et aux États-Unis aussi. Donc vous voyez que c'est un débat qui ne s'arrêtera pas là et ça continue. Maintenant, on continue et on va ici à quoi? Et on va à overstock.com. Rappelez-vous, Overstock de la compagnie avec le CEO, M. Patrick Byrne, qui était un des premiers à, comment dirais-je, à investir dans tout ce qui était Bitcoin et blockchain via sa compagnie overstock.com. Et sa compagnie overstock.com, comme vous le voyez ici, hein, dans les 3 derniers mois, vous avez vu à l'image, on a montré son stock, donc le prix de l'action est monté fortement. Et donc là, vous qui avez des Global Crypto Research, donc vous savez bien que Overstock est monté, des compagnies comme Square sont montées. On a vu dans les articles ici des compagnies de Hong Kong qui a eu son trading suspendu et d'autres compagnies aussi. Donc Eastman Kodak aussi qui est monté fortement. Et donc là, le débat ici est toujours ouvert au niveau du Bitcoin, la technologie du Bitcoin, donc le blockchain derrière, Bitcoin bulle, pas bulle. Et donc là, maintenant, on appelle ce monsieur ici pour voir parce que maintenant, lui, il va fortement commencer à investir dans tout ce qui est Bitcoin, blockchain, mais vous voyez que pas spécialement comme on entend. Vous voyez que c'est intéressant d'écouter ce qu'il a à dire par rapport à ça, vu que le pari qu'il a pris était osé. C'était en 2013 ou 2014 qu'ils ont commencé à le faire. Et ben pour eux, ça a rapporté gros. Et même il y a une banque, si je dis pas de bêtises, j'avais donné cet article la semaine passée, laissez-moi m'en souvenir, Morgan Stanley, qui veut racheter overstock.com. Donc voilà, et ça va encore pousser leurs actions bien plus loin. Ok, donc voilà. Ici, on conclut ici le crypto rapport de cette semaine. Ça a été long, il y avait beaucoup de choses à voir. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Surtout quoi? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cela? Beaucoup de choses qui sont en train de se passer en Asie, principalement Corée du Sud, Chine et Japon. Principalement Corée du Sud et Chine. Régulation. Ce sont les pays qu'il faut surveiller parce que, comme vous le voyez bien, il y a beaucoup de volume qui vient de ces pays-là et donc un impact puissant et très fort au niveau de la cotisation des cryptos en général. Donc, c'est à vous de surveiller cela. On va retenir quoi encore? Au niveau du trading, Wall Street, création de ETF et encore les contrats futurs. Donc, encore bien plus de pression mise sur tout ce qui est le Bitcoin. Donc là, c'est principalement du Bitcoin ici. Donc, rappelez-vous, demain, je vais lorsqu'on va refaire le crypto, le trading time pour le Bitcoin, donc Bitcoin, GBTC, NYXBT, BRR, XBT1, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin 2X. On va regarder tout ça et on va, je vais bien sûr regarder un peu ce qui se passe à ce niveau-là, faire des projections d'opérations à court, moyen terme, voir exactement ce qui va se passer on va dire, dans les dernières semaines du mois, dans les 2 dernières semaines du mois de janvier, vu qu'on est déjà à la moitié du mois. Et quoi d'autre encore? Comme je le disais, oui, dans la vidéo que je vais préparer, ça c'est pour ceux qui sont au Trading Wall Street, donc je vais préparer une vidéo où vous allez voir le trading avec des futurs, donc un marché spot plus un dérivé futur avec un ETF. Donc là, si je ne me trompe pas, j'ai le Nasdaq, hein, donc on a le QQQ, on a le Nasdaq Futures et le Nasdaq Spot, donc on va utiliser cela, comme ça vous allez voir exactement tout ce qu'on a vu ici, donc ce que vous voyez, ils essayent de faire à Wall Street, le comprendre et voir exactement comment est-ce qu'on trade ce genre de choses. Donc là, je vais vous préparer une vidéo privée pour le Trading Wall Street, donc tous ceux qui sont dans les vidéos modules et bien sûr en consulting avec moi. Et dans les Global Crypto Research, on a parlé du Lightning Network, donc ce qu'ils sont en train d'essayer de faire sidechain, donc une sidechain du blockchain, donc pouvoir voir cela. Donc là, j'en ai touché rapidement quelques mots. Donc si ça a pu prêter à confusion, je vous le dis, il faut faire vos propres analyses. Donc vous avez l'article ici, le lien des articles va être mis dans la description de vidéo. Et donc là, dans le prochain Global Crypto Research, on va aller bien plus profondément là-dedans et ça va être bien expliqué en détail, point par point. Ok, donc si vous avez des news ou des commentaires ou quoi que ce soit, commentez ici et ramenez des choses et ramenez vos lumières si toutefois il y a quelqu'un qui comprend mieux ces technologies que moi. Ok, donc voilà, moi comme je dis, moi je n'ai aucun problème avec ça. Je ne suis pas le plus riche du monde, je ne suis pas le plus intelligent du monde. Malgré que je fais ça depuis un bon bout de temps, les cryptos, ça a été nouveau pour tout le monde. Donc là, je continue à m'instruire au quotidien. Donc voilà.
ok? Donc, bah oui, en gros, voilà. Donc, un grand merci à tous ceux qui suivent le canal, tous ceux qui encouragent le canal, qui sont souscrits au canal, qui encouragent, c'est-à-dire qui reconnaissent la valeur dans le travail qui est fourni, qui est amené. Donc, vous voyez un peu, moi, je partage ce que je fais ici avec vous. Donc là, ça aide pas mal de personnes qui sont novices, pas mal de personnes qui n'arrivent pas à comprendre toutes ces choses-là, les mécanismes et les concepts. Bien sûr, vous voyez qu'il y a énormément d'informations qui ont été digérées. Ça, c'est que dans les cryptos. Rappelez-vous que je fais la même chose aussi pour tout ce qui est actions et ainsi de suite. Donc, il y a énormément de travail au quotidien qui est fait. Là, on le partage avec vous vu que tout le monde n'a pas le temps que moi j'ai. Donc, moi, c'est ma profession, c'est mon gagne-pain. Donc, voilà. Donc, ça, on partage ça avec vous. Et donc, voilà. Nous, on va se retrouver demain. OK? Donc, ici, avant de partir, comme je disais toujours, montrer comment est-ce que vous pouvez avoir accès aux services et aux solutions. Une adresse, le www.jctune.com. Vous venez sur la page, vous la mettez en mode voir comme ordinateur si vous le regardez à partir d'une tablette ou d'un smartphone. Directement, cliquez sur le drapeau français pour être redirigé vers la partie francophone du site. Attendez, là, apparemment, voilà, là on y va. Donc, une fois que vous cliquez sur la partie francophone, sur le petit drapeau français, vous arrivez dans la partie francophone, donc vous allez pouvoir avoir accès à nos solutions et aux services qui vous sont offerts ici. Et donc, il y a énormément de choses. Donc, principalement, comme je dis toujours, avant d'investir ne fût qu'un cent, pensez à l'éducation financière. Et ici, on a vraiment pensé aux novices, aux personnes qui sont en train de commencer. Moi, j'ai des clients qui sont jeunes, qui ont 17 ans, qui ont 18 ans, qui ont 19 ans. Donc, on ne va pas venir ici avec des prix exorbitants pour eux. 50 euros, c'est un bon prix, ça ne va pas vous perturber. Vous économisez quand vous pouvez économiser et vous venez, vous avez accès à ça. Donc, il y a pour tous les portefeuilles, on a pensé réellement à tout le monde et la qualité est liée. En cliquant ici, vous allez pouvoir télécharger un PDF qui va vous montrer le contenu des vidéos modules. Cliquant ici, directement être redirigé vers les vidéos modules. Global Crypto Research aussi, si vous les voulez, bah, ils sont là à l'unité, donc dire un rapport. Et souscription annuelle, donc 4 rapports, plus en bonus le dernier trimestre 2017, donc 5 rapports pour l'année 2018 au total. Et ici, le consulting one-on-one, donc c'est éducation financière, Global Crypto Research, toutes les vidéos bonus, ici comme tout ce que je vais rajouter cette semaine-ci pour moins de 500 euros. Et ici, le pack complet, donc vidéo module, consulting one-on-one, Global Crypto Research, toutes les vidéos modules, consulting one-on-one et en plus de ça, la gestion du risque d'un portefeuille, d'un crypto portefeuille. Donc, bien sûr aussi, qu'est-ce qu'il y a ici? Vous voyez que toutes les vidéos sont toujours postées ici sur la page web. Et aussi, je le dis, mardi prochain, on aura Monsieur Jens Weidenbach, qui est un ancien trader professionnel, donc banquier d'investissement, plus de 35 ans dans les marchés financiers. Il sera ici à Madrid avec nous. Donc ça, c'est pour les clients que j'ai en consulting privé. Il va assister à une réunion avec nous quand on va parler marché financier et tout au total. Donc là, vous voyez, donc je fais toujours intervenir des personnes, des pros de Wall Street, on va dire, ici avec nous. Donc là, il va être là avec nous mardi à la réunion privée que l'on fait ici à Madrid. Et donc là, il sera là. Ok, donc là vous l'avez déjà là à l'écran, donc regardez la vidéo s'il n'est pas regardé, comme ça vous allez savoir qui c'est et dans quelles conditions lui et moi nous connaissons. Et donc là voilà, donc il participe à ce que l'on fait, donc c'est pourquoi aussi pas pour valider ce que moi je suis en train de faire ici au Trading Wall Street et pour les clients. Et vous voyez qu'il y a toujours des intervenants comme ça, bon, voilà, que je connais réellement, des personnes qui sont toujours à Wall Street aujourd'hui, qui sont toujours actifs. Et quand je dis Wall Street, c'est le monde financier à travers le monde, comme ce monsieur a été à travers le monde. Donc voilà. Et bien sûr, ici, bien sûr, si vous voulez me contacter, vous avez la partie ici de messages pour m'envoyer un message directement via le site internet. Comme je dis, il y a des latences au niveau du site internet, donc ça prendra un temps que le message m'apparaisse et que moi je puisse vous répondre. Mais le mieux, c'est me contacter de la manière la plus instantanée. C'est ici avec ce numéro. WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Telegram, tout ce que vous voulez, ou directement ici par message privé sur YouTube, LinkedIn, Facebook, la page du JCTweam du Facebook. Donc voilà, ok? Donc une fois que, bien sûr, quelque chose vous plaît, vous avez trouvé chaussure à votre pied, vous cliquez dessus et vous êtes directement redirigé vers la partie de paiement. Vous vérifiez bien ce que vous voulez et dès que vous avez trouvé, on va dire, ce qui vous plaît, donc parmi tout ce que l'on a, bien sûr on a aussi, comme vous le voyez ici à l'écran, les consulting à la carte, vidéoconférence ou quoi que ce soit. Directement, vous cliquez sur le Buy Now, vous êtes redirigé vers la partie de paiement, donc la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Et à partir de là, vous rentrez vos informations qui va apparaître tout de suite, comme ça vous voyez exactement c'est quoi. Vous rentrez vos informations, vous mettez, hop là,
Vous mettez vos informations et ici, moi, tout ce que je vous demande, bon, on ne le voit pas très bien, mais là, à l'écran, moi, je vous demande information, c'est quoi? Un numéro de téléphone portable et un courrier électronique, de préférence le courrier électronique que vous utilisez pour YouTube. Pourquoi? Bah, comme ça, tout le contenu va vous être partagé. Il y a des contenus Google Docs et il y a des PDF qui vont vous être partagés et il y a bien sûr l'accès aux playlists privées sur YouTube qui vont être partagées et comme ça, dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est rajoutée, YouTube va vous notifier et vous aurez l'accès, donc un accès privé, donc juste pour vous, bien sûr, vous avez payé pour un service, donc vous allez avoir l'accès. Et bien sûr, avec cet email, si jamais il y a un problème, vous me contactez et il y a toujours un compte de backup, il y en a plusieurs, comme ça vous allez pouvoir avoir accès au contenu et pouvoir le visionner et apprendre. Ok? Donc voilà, maintenant vous savez exactement comment faire, vous avez tout eu, donc un grand merci à vous pour prendre le temps d'être avec moi en ce samedi et on va se retrouver demain. Donc demain, ça va être très 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 lourd. Il y a beaucoup de trading qui recommence. Donc il faut avoir les neurones préparés. Ça va être costaud demain. Demain, c'est Bitcoin. Rappelez-vous, on a le Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin 2X. Non, pas trop le Bitcoin 2X vu qu'il y a des problèmes. C'est pas bien listé sur les exchanges. Mais bon, on va en parler, mais sans aller loin dans les analyses. On a le GBTC, le NYXBT, BRR et le XBT1 à analyser. Et donc ça fait beaucoup de choses et voir un peu qu'est-ce qui va pouvoir se passer. Et demain, je donnerai aussi les news au sujet du Bitcoin Cash, du Bitcoin Gold et Bitcoin de Sedgwick 2X, mais il n'y avait pas de news pour eux, excepté pour le Bitcoin Cash. Ok? Donc voilà, moi je vous retrouve demain dimanche pour l'émission de demain, donc le Bitcoin Trading Time. Donc vous passez un excellent samedi, un excellent week-end, vous vous reposez bien et on reviendra demain. Demain, on va être là. Ok? Un grand merci à vous. Bon samedi, bon week-end. Bye bye.